Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Info en question du 9 juillet 2020. Nous allons faire des chroniques. Bonjour à tous, Jean-Jacques, Tal, Salim et Sophie. Et oui, c'est malgré l'été, nous sommes toujours là. Notre rendez-vous hebdomadaire est super important. Et aujourd'hui, on vous réserve un débat entre nous puisque l'actualité est super chaude. Ça tombe bien, c'est l'été et nous sommes en forme. On va discuter de nos pays respectifs. Donc, on a la Suisse, France, Canada, Belgique, et on a quand même l'impression qu'il y a un dénominateur commun dans tout ça, ce sont les absurdités. En tout cas, je vous souhaite une super émission et on va commencer aujourd'hui avec Tal, qui n'a pas pu s'empêcher d'accessoiriser sa chronique. Alors Tal, tu vas nous parler de la peur et comment sortir de la peur. Je t'en prie. Alors, Zorro est arrivé. Moi, quand j'étais petit, il y avait Zorro qui venait faire la justice. Alors, j'ai mis mon masque. Comme ça, on ne me dira pas que j'ai pas mis de masque. Et c'est l'occasion de dire à quel point ces masques, c'est une gigantesque fumisterie. Il n'y a aucun travail scientifique qui montre que les masques servent à quelque chose. Le seul but des masques, c'est de nous terroriser, nous faire vivre dans la peur. Que les gens mettent un masque dans les pays très pollués, où il y a des pollutions pour les particules, ça a une valeur. À Wuhan, par exemple, être un masque, ça avait un sens. Mais croire qu'un masque nous protège des virus, c'est absolument aberrant. Les virus, c'est tout petit, et les masques, ça a des gros trous comme ça. Donc, c'est une aberration totale. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est pourquoi est-ce que tellement d'autorités imposent ce masque? Eh bien, il y a un but très précis, c'est de nous maintenir dans la peur. Parce que le drame des autorités, c'est que tellement de gens se sont rendus compte que le coronavirus n'était pas un virus plus méchant que celui des autres années et que toute cette gigantesque peur de mourir qu'on cultive dans les médias, c'est une peur qui est en train de descendre parce que les gens voient qu'on leur a menti sur toute la ligne depuis des mois, que tous les chiffres qu'on donne, enfin bref, je ne vais pas insister là-dessus, on l'a déjà dit. Mais ce que j'aimerais attaquer ce soir, c'est qu'est-ce que la peur et comment est-ce qu'on peut en sortir? Eh bien, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la peur, qui est entretenue soigneusement par les médias avec tous ces chiffres et tous ces cercueils qu'on vous montre, etc., enfin toutes ces catastrophes, elle est basée sur la peur de mourir. Or, cette peur de mourir, elle n'a qu'une cause, c'est de ne pas savoir qui nous sommes. Si je suis un être de matière, c'est normal que j'ai peur de mourir. Mais si je réalise, et ça le concept holistique, que je suis un être de lumière qui a créé un corps mental, un corps émotionnel, un corps physique, la peur de mourir, elle tombe d'un coup. Pourquoi ? Parce que qui va mourir? Mon corps physique, un jour, oui, je le rendrai à la mer terrestre, mais mon corps émotionnel, mon corps mental et mon corps spirituel, qui sont des ondes, ne peuvent pas mourir. Et quand on comprend ça, on fait « Ah !» Tout d'un coup, on entre dans un autre monde, qui est de se dire « Nous ne pouvons pas mourir, nous pouvons quitter le plan terrestre pour aller faire d'autres expériences. On quitte l'école terrestre, on rentre à la maison. Mais rentrer à la maison, ce n'est pas une catastrophe. » Alors, ça, c'est la première chose à comprendre. Puis l'autre, c'est de comprendre que la peur et le stress, ça nous bloque la respiration. C'est pour ça que les masques, d'ailleurs, augmentent notre stress, parce que le masque crée une hypoxie. On respire mal quand on a un masque. Et du coup, ça augmente le stress et ça augmente notre niveau de peur. C'est pour ça que ceux qui veulent nous maintenir dans la peur veulent qu'on soit là-dedans tout le temps. Mettez votre masque. Alors, moi, ce que j'ai apporté est simple. C'est qu'il faut apprendre à gérer nos émotions pour sortir de la peur. Et la clé est simple. C'est que dès qu'on a une émotion, on est stressé. Et qu'est-ce qu'on fait? On se crispe, on se tend et on pense. Ah, oui, j'ai peur, mais c'est normal que j'ai peur parce que… Et on va dans sa tête. Alors que l'élément clé, c'est de sortir du mental, d'accepter l'émotion et de la laisser sortir à travers le corps. C'est pour ça que Zarathustra disait, le bonheur est simple. C'est une pensée, une émotion, une action. J'ai une pensée, j'ai peur de la maladie ou j'ai peur de mourir. OK. Quelle est l'émotion? Ben, j'ai de la peur, je sens cette peur. Et l'action, c'est que je la lâche. Alors, l'exercice que je vais vous donner, parce qu'il est génial, il a changé la vie de milliers de gens, c'est quand j'ai peur, au lieu de rester comme ça avec ma peur, oh, j'ai peur et je commence à penser, etc. Non, je vais simplement inspirer la peur, la sentir, l'accepter, et quand je suis plein de peur, pour qu'elle sorte, je vais tirer la langue, je vais laisser secouer mon corps et je vais faire une longue expiration. Ça fait comme ça. Ah, et j'expire à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et quand j'arrive au bout de cette longue expiration, tout d'un coup, quand je reprends de l'air, je suis une nouvelle personne. Tout d'un coup, je suis dans le… Ah, je suis vivant. Waouh! Et là, j'entre dans l'émerveillement. Ah,
Le fait d'être vivant, c'est merveilleux. C'est un cadeau extraordinaire d'être vivant, de sentir la vie en nous. Mais tant que je suis dans la peur, je ne sens rien du tout. Je suis dans ma tête, en train de penser au problème. Dès que j'ai sorti cette peur de cette manière, ah! Et c'est passionnant, on l'avait fait avec des malades du sida, ils étaient terrorisés avec leur peur de mourir, etc. On leur faisait faire cet exercice et on voyait que leurs anticorps salivaires, avec une seule expiration, on passait d'une immunité à 5%, une immunité à 100%. Donc ils avaient la démonstration qu'en une seule expiration longue, ils pouvaient faire monter leur système immunitaire. Et du coup, après, ça a permis à des milliers de gens de se guérir. Parce que la clé, c'est de lâcher cette peur. Alors, ça, c'est pour la peur. Pour les autres émotions, la colère, la tristesse, ce qu'il faut, c'est redevenir un enfant de 3 ans. Parce qu'à 3 ans, les enfants, ils savent faire ça. Et si vous prenez des moments d'enfance, quand vous avez peur, vous êtes en colère, vous n'aimez pas ci ou ça, au lieu de rester bloqué, vous prenez un petit moment, vous chantez, vous criez, vous pleurez, vous laissez votre corps vivre. Ça, c'est des moments d'enfance. Et dès qu'on fait ça, les émotions s'en vont. Et là, on ouvre sa sagesse spirituelle, c'est qu'on retrouve la connexion avec notre corps de lumière qui nous dit quelque chose de très simple. Il nous dit, tu es sur Terre pour apprendre des leçons. Et tu peux apprendre à vivre heureux et à faire que les autres le soient aussi. Il n'y a pas besoin de rester dans le stress. Voilà l'idée générale que je voulais partager ce soir. Sortir de la peur, du stress, libérer nos émotions et on va voir les choses tout à fait autrement parce qu'on va s'ouvrir une nouvelle conscience de paix, d'amour et c'est ça qu'il faut faire émerger. Parce que tant que les gens vont rester dans la peur, on va rester dans le contrôle et on va donner le contrôle à des gens qui veulent notre bien, soi-disant, mais qui vont nous tuer, nous empoisonner. Alors que si on lâche la peur, et quand on a lâché la peur et les autres émotions, notre corps fabrique, et ça c'est bon de le savoir, toutes les molécules qu'on achète chez le pharmacien ou sur le marché des drogues illégales. C'est quand même merveilleux de savoir ça. Nous n'avons rien besoin d'acheter, ni médicaments, ni drogues illégales, et nous n'avons pas besoin de vaccin non plus. Notre corps sait tout faire de l'intérieur. Alors, c'est vrai, et merci de le rappeler, Tal, le plus grand dealer au monde est notre cerveau. Et en tout cas, je suis ravie de t'entendre parler de ça parce que ça me fait penser à une chose, c'est que souvent, je vois déjà les gens qui se disent, mais attends, on ne peut pas tirer la langue, etc. L'ego est notre pire ennemi. C'est vrai. Hein? Alors, c'est vrai que peut-être on peut conseiller aux gens, qu'est-ce que tu fais? Parce que quelqu'un qui a jamais fait ça, parce que c'est vrai que pour toi, ça fait tellement d'années, ça te semble facile de tirer la langue, ou même peut-être, je sais pas, de sauter dans tous les sens. Il paraît que ça décharge aussi. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui te dit, oui, mais j'ai l'air de quoi? Tu te On va faire ça quand même. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tuer l'ego, mais on peut le pacifier. Nous, on dit coucher bouboule, parce qu'on dit que l'ego, il est comme un pitbull, il veut toujours attaquer, se battre. Alors, on l'a appelé bouboule, peut donner un petit nom amusant, alors on dit coucher bouboule. L'idée est simple, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de rire, de pleurer, d'être libre, vous dites coucher bouboule, et vous y allez pendant un moment, bien sûr pas en public, parce qu'en public, il faut se taire, en public, il faut se tenir bien. Et quand vous êtes seul, pourquoi pas prendre un moment pour oser rire, pleurer, et là, quand vous faites ça, quand vous arrêtez, vous dites à bouboule, tu vois, j'ai pu avoir des émotions et j'ai pas eu d'ennui. Donc il se calme, et c'est ça qu'on appelle pacifier bouboule. Oui, alors merci. Et effectivement, pratiquer. La discipline, après, ça devient de plus en plus simple, normalement. Alors, on va revenir sur tous ces phénomènes de peur dans la deuxième partie parce que j'avais des questions à vous poser par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en panique et qui nous écrivent par rapport aux masques et aux vaccins. Sophie, alors, toi, aujourd'hui, tu vas nous parler. Je vais lire parce que moi, tu vois, moi qui découvre tout ce monde-là, l'hypersensibilité chimique multiple. J'ai dû l'écrire parce que j'arrive pas à retenir pour le moment. Ou comment l'environnement toxique chimique influence sur toutes ces problématiques qui peuvent se créer. Bienvenue Sophie et c'est parti. Fais-nous découvrir ça, s'il te plaît. Bien, écoute, ce syndrome, cette maladie chronique qui est assez invalidante, ça m'a intéressée parce que je suis moi-même notamment concernée par cette maladie. C'est une maladie largement méconnue encore en Europe et qui touche pourtant des millions de personnes dans le monde. Et si on compare quand même aux chiffres qu'on trouve sur le compteur officiel pour le nombre de cas officiellement attribués au coronavirus, on voit qu'on est bien au-delà de ça avec l'hypersensibilité chimique multiple. Hein. Donc en fait, pourquoi est-ce que c'est un problème majeur? C'est un problème qui est lié à notre environnement toxique. C'est une maladie qui se caractérise par une hypersensibilité du corps, une hyperréactivité du corps à un ensemble de produits chimiques avec vraiment des réactions démesurées. Il faut savoir que les personnes qui sont atteintes ont en moyenne une sensibilité 1000 fois plus élevée que les personnes qui n'en sont pas atteintes. Alors, c'est une réaction vraiment à un nombre possiblement très large de produits chimiques. Je vais donner quelques exemples. Donc, ça peut être des pesticides, des insecticides, des adhésifs.
des produits d'entretien, des parfums, des produits cosmétiques, les échappements automobiles, les peintures, les émanations de photocopieurs, les liquides lave-glace pour automobiles, les additifs alimentaires, les désodorisants, les médicaments, des produits dentaires. Donc, tu vois, c'est un ensemble vraiment très, très vaste. Et donc, en fait, ces personnes ont une réaction qui peut être ou bien immédiate ou bien retardée à divers types d'expositions qui peuvent être respiratoires, qui peuvent être orales, alimentaires, qui peuvent être cutanées. Et les symptômes sont vraiment très invalidants. Ils peuvent être très graves, parfois mortels. Ça inclut autant des troubles du rythme cardiaque, des troubles neurologiques, des difficultés respiratoires, des œdèmes, des convulsions, des troubles du comportement, de la désorientation, de la fatigue, l'irritation des yeux, la perte de l'odorat, des fourmillements, des engourdissements, troubles digestifs, changements d'humeur, etc., etc. Donc, c'est vraiment un ensemble très, très vaste. Et c'est une condition qui va souvent aussi de pair avec l'électro-hypersensibilité, avec des problèmes liés aux médicaments et à d'autres types d'intolérance, à des piqûres d'insectes, au pollen, aux moisissures. Donc, c'est vraiment un ensemble très, très vaste. Et c'est une maladie qui est liée évidemment à notre environnement toxique, puisqu'on sait bien qu'en réalité, l'environnement toxique agit sur nos gènes et peut en modifier l'expression. Hein. C'est tout le domaine de l'épigénétique. Et donc, cette maladie, on commence à l'étudier de mieux en mieux et à essayer de mieux cerner ses mécanismes. Elle est liée en fait à une sensibilisation initiale, donc liée à une ou plusieurs substances chimiques qui vont en fait déclencher un cercle vicieux au niveau cérébral. Donc, il y a une réaction, la chimie du cerveau est modifiée par une série de substances. Ça peut être ou bien une intoxication aiguë ou bien chroniques avec des doses plus faibles, mais qui exposent la personne de façon répétée. Et à ce moment-là, il y a un cercle vicieux qui a lieu dans l'organisme et la personne, avec le temps, va devenir progressivement intolérante à un nombre de plus en plus grand de produits chimiques et à des seuils de plus en plus bas, en fait. Donc, ça peut vite transformer la vie des personnes en enfer. Alors, quelles sont les substances qui sont les plus à même, d'après ce qu'on sait, pour déclencher en fait ce syndrome à l'origine? Alors, il y a notamment tous les solvants organiques, hein, le formaldéhyde qu'on retrouve notamment dans les vaccins, le benzène, les pesticides, hein, les organophosphorés, carbamates, organochlorines, pyréthrinoïdes, le mercure, qu'on retrouve aussi dans les amalgames dentaires et dans certains vaccins, le sulfate d'hydrogène, donc ceci ce qu'on appelle l'acide sulfurique, qui est utilisé dans les décapants, les détergents, les batteries auto au plomb, et alors également le monoxyde de carbone. Et donc ces substances-là peuvent initier ce cercle vicieux au niveau de la biochimie du cerveau et enclencher cette cascade négative. Alors en fait, on sait donc qu'il y a des caractéristiques biochimiques communes entre cette maladie et les syndromes de fatigue chronique et de fibromyalgie. On sait que c'est des maladies en pleine explosion. Et donc, il y a toute une série de ces personnes qui sont étiquetées fibromyalgiques ou syndrome de fatigue chronique qui ont en fait ces problèmes sans le savoir. C'est très important de bien s'informer là-dessus parce que ça peut être la cause d'échecs médicaux, d'échecs dans les traitements dentaires, hein, avec des gens qui vont avoir des dévitalisations qui échouent à répétition, mais parce qu'ils ont une intolérance à quasiment tous les produits qu'on peut leur mettre dans les dents. Ça peut donner beaucoup de problèmes donc d'errance médicale, ça peut donner des problèmes de perte d'emploi parce que les personnes deviennent de plus en plus intolérantes aux odeurs, au gel douche, au shampoing, à toutes sortes de produits qu'elles vont retrouver en fait dans leur environnement de travail via leurs collègues. Ce sont des personnes qui vont finir par s'isoler dans les cas les plus graves, avoir une perte de qualité de vie, d'environnement social. Et donc, c'est un problème majeur. C'est un problème majeur dont il faut absolument se préoccuper, puisqu'en fait, au niveau des chiffres, pour donner un petit peu une idée, on estime que dans un pays comme les États-Unis, les cas graves toucheraient 3,5% de la population, hein, ce qui est quand même plus de 11 millions d'habitants, et des personnes atteintes de façon plus modérée, ça concernerait entre 12 et 25% de la population. Donc, rien que pour les États-Unis, on aurait entre 11 et 82 millions d'habitants concernés, ce qui est absolument énorme à l'échelle du monde. On a donc à la fourchette basse 262 millions de personnes qui pourraient être touchées, à la fourchette haute 1,8 milliard de gens. Donc, c'est vraiment très, très important. Tous les âges peuvent être concernés, tous les milieux socio-économiques et les deux sexes, bien qu'il y ait une plus grande proportion chez les femmes en raison de l'influence hormonale. Alors, j'insiste, ce n'est vraiment pas une maladie
d'origine psychologique. La dépression, l'anxiété, ce sont des conséquences de la perte de l'ancien mode de vie pour les personnes concernées. Alors en France, il y a encore fort cette tendance, et je pense à mon avis en Belgique également, à étiqueter les malades comme étant des malades capricieux ou d'ordre psychiatrique, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un problème. Alors il faut aussi savoir qu'au niveau de la reconnaissance, il y a des pays qui reconnaissent vraiment fortement ce syndrome, les États-Unis notamment. Il y a toute une série d'agences gouvernementales qui reconnaissent cette condition, notamment l'Agence pour la protection de l'environnement, l'EPA, l'Access Board, qui est une instance américaine qui s'occupe de l'intégration des personnes handicapées. Il y a une loi, la loi des personnes handicapées aux États-Unis qui reconnaît officiellement cela. Et il faut quand même savoir que la moitié des États américains organisent une semaine ou un mois du MCS, de la Multiple Chemical Sensitivity chaque année, conscient évidemment du problème. Et donc dans ces pays, eh bien, les prestataires de soins, les hôtels, les magasins doivent tenir compte de ce public plus fragile et adapter leur politique d'accueil, essayer de favoriser l'approche sans parfum. Donc il y a toute une série de mesures qui sont prises. Alors, c'est clair que la question de la toxicologie et de la médecine environnementale, c'est encore vraiment un parent pauvre dans nos pays comme la Belgique ou la France, là où il y a un petit peu plus avancé dans d'autres pays comme l'Allemagne notamment. Alors, pour le traitement, enfin, bien, il y a deux écoles. Pour les pays où finalement il n'y a pas beaucoup de toxicologues et de médecins environnementalistes, on dira il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire. Le mieux, c'est l'éviction, diminuer au maximum l'exposition aux produits chimiques. Alors, il y a certains médecins environnementalistes qui recours surtout à des antioxydants, des flavonoïdes, les folates, la vitamine B12, les oméga-3, toutes des choses comme ça, qui vont justement réguler un petit peu ce cercle vicieux infernal qui s'opère au niveau cérébral notamment. Et donc ça peut aider une série de patients. Alors en France, il y a des associations qui s'occupent de ça. Il y a notamment l'ASEF, Association Santé Environnement France, et notamment MCS France, que je recommande de visiter pour les personnes concernées, y compris les médecins, les dentistes. Essayez vraiment de vous former à ça. Et alors, je terminerai simplement en disant aussi un mot sur le lien notamment entre cette condition et les politiques vaccinales de masse qui s'annoncent avec le coronavirus. Parce qu'il est bien évident que déjà ici, avec ce syndrome, on a une atteinte au niveau des gènes, au niveau de la biochimie du cerveau. Il est bien évident que les vaccins, avec tous les produits chimiques qu'ils incluent, et le fait que ce sera notamment des vaccins OGM qui vont faire de nos corps des OGM, ça ne pourra que dérégler davantage les choses. Donc, ces personnes qui se savent déjà chimiosensibles ont tout intérêt, à mon sens, à prendre les devants, à demander à leur médecin un certificat de contre-indication absolue à toute vaccination. Je pense que c'est vraiment une mesure de précaution évidente. Et alors, je voudrais aussi juste dire ceci. Il y a un problème aussi au niveau de toute une série de fabricants, pour inclure les fabricants de vaccins, mais aussi les fabricants, par exemple, de produits dentaires, qui vont avoir tendance, j'en ai fait l'expérience moi-même, à invoquer le secret industriel quand on leur demande de façon précise quelle est la composition de leurs produits. Et donc, c'est absolument aberrant. Et à ce niveau-là, ce qu'on peut citer qui est intéressant, c'est qu'il y a eu en 2016 une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui était en fait une jurisprudence par rapport aux pesticides. Et la Cour a dit que l'accès à l'information devait primer sur le secret industriel. Donc, je pense que, je m'adresse là aussi aux avocats, aux juristes, je pense que c'est une piste qu'il faut explorer et qui vaut autant pour tous les médicaments classiques que les vaccins. C'est vraiment important de réclamer cette information qui doit passer avant le secret industriel. Voilà ce que je voulais dire. Alors, j'aimerais juste te demander, toi, du coup, vu que tu as cette sensibilité-là, qu'est-ce que tu as trouvé quoi comme solution finalement pour toi ? Alors, c'est clair que la première des mesures, c'est vraiment être très, très prudent avec ce qu'on fait. Ça demande vraiment une hyper-vigilance. Je vais donner un exemple, mais par exemple, j'étais en voiture avec quelqu'un qui avait fermé ses fenêtres, mais qui a fait aller son liquide lave-glace. Eh bien, c'était une voiture différente de la mienne où l'aération visiblement ne se ferme pas totalement avec un bouton. Eh bien, j'ai eu une sensation de brûlure sur tout le haut de l'arbre respiratoire. Par exemple, rentrer dans des magasins genre Brico, Hubo, avec cette concentration de produits chimiques là dans les magasins de bricolage, c'est insupportable. Ce n'est pas faisable.
Alors c'est vrai qu'au niveau dentaire, moi je peux dire dans ma propre expérience que ça a été un véritable chaos. Je remercie les praticiens qui ont eu affaire à un cas couché dehors comme le mien, parce que on tombe de haut. Il y a tellement de produits chimiques qui sont dissimulés en fait, sans qu'on s'en rende compte. Hein. Par exemple, moi, je suis pas une fan de maquillage, mais pour les femmes qui aiment beaucoup vraiment se maquiller, il faut quand même savoir que dans un rouge à lèvres, il peut y avoir jusqu'à 33 produits chimiques. Dans les fards à paupières, une vingtaine de produits chimiques. Donc tout ça, c'est très important et on n'y pense pas forcément. Alors évidemment, tout ce qui est antioxydants, essayer d'avoir un mode de vie le plus naturel possible, c'est très important. À part ça, à l'heure actuelle, voilà, je sais, j'ai entendu parler par une médecin récemment qu'en médecine ayurvédique, il y aurait des pistes intéressantes. Donc voilà, je laisse ça ouvert. Avis aux Indiens qui nous écoutent et qui sont les bienvenus. Moi, je suis très ayurvédique aussi, donc je serais ravie d'accueillir quelqu'un qui pourrait nous renseigner là-dedans. Alors, du coup, on va revenir sur la réalité de ce qu'on est. On est en plein dedans, on est toujours en plein dedans, cette histoire de Covid. Et puis, Jean-Jacques, la dernière fois, tu as parlé des séquences, de la séquence de ce virus. Et puis aujourd'hui, on va continuer finalement dans cette ligne parce que tu vas nous dire qui exactement a dit ça, hein, puisque ce n'est pas de toi. Serait sorti dans les médias donc officiels. Personne n'est mort du Covid. Alors, tu as envie de jeter un pavé dans la mare ce soir, Jean-Jacques? Et moi, je t'encourage. J'aime bien. Alors, je continue à jeter des pavés dans la mare après avoir mis en doute l'efficacité des masques il y a 15 jours et la fiabilité des tests la semaine dernière. La question qu'on serait tous en droit de se poser, c'est mais de quoi sont morts les personnes qui sont mortes? Parce que effectivement, bon, j'ai lu énormément de commentaires sous la vidéo de l'info en question et aussi sous ma dernière conversation du lundi où des personnes me disaient, mais enfin Jean-Jacques, les gens sont quand même morts. Il y a quand même eu des morts. Et évidemment, je n'ai jamais nié le fait qu'il y avait eu des morts pendant cette période de l'année, bien entendu. Mais effectivement, après avoir publié ma conversation du lundi, un de ceux qui me suit m'a envoyé une déclaration du docteur Stoyan Alexov, qui est le président de l'association bulgare de pathologie. Et lui, il dit ceci, il dit, alors je le cite, moi et mes collègues, à travers l'Europe, nous n'avons trouvé aucune preuve de tout décès du Covid et qui soient des preuves nouvelles sur ce continent. Et il continue en disant « L'Organisation mondiale de la santé est une organisation médicale criminelle pour créer la peur et le chaos dans le monde sans fournir la preuve objective, vérifiable d'une pandémie. » Donc, effectivement, on rejoint ce que Tal nous a dit il y a quelques minutes de cela, c'est-à-dire que pour le docteur Alexov, nous sommes beaucoup plus dans une campagne de peur et nous sommes beaucoup plus dans une pandémie qui serait où les morts et les cas seraient attribués à toute une série de choses, mais sans avoir nécessairement la preuve absolue que tous ces morts auraient été provoqués par un méchant coronavirus. Alors, je me suis posé donc cette question et j'ai fait un petit travail de recherche en me disant mais finalement comment est-ce qu'on a attribué finalement les morts du Covid-19 et j'en ai trouvé 8 catégories, figurez-vous. Alors, il y a première catégorie, ce sont ceux qui sont morts d'une cause tout à fait connue, donc avec certitude, mais qui n'a rien à voir avec une maladie qui pourrait être attribuée de près ou de loin avec une maladie respiratoire. C'est-à-dire des gens qui avaient le cancer, dont on sait maintenant, parce que ça, on a eu suffisamment de témoignages, des gens de cancer en phase terminale, des gens qui ont fait des crises cardiaques, des AVC, etc., qu'on a catalogués dans Covid-19.
Même chose dans les résidences pour personnes âgées ou en France, entre autres, dans les résidences pour personnes âgées, s'ils téléphonaient en disant nous avons un résident qui est mort d'un cancer, les pompes funèbres ne venaient pas les chercher. Par contre, s'ils disaient il est mort du Covid, là les pompes funèbres venaient tout de suite. Et donc c'est clair qu'il y a eu une déclaration de Covid-19 pour se débarrasser des corps des personnes qui étaient décédées de toute autre maladie ou de toute autre cause. Donc, ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est ce que j'appellerais les morts de l'effet nocebo. Alors, tout le monde connaît l'effet placebo, évidemment, mais on connaît moins l'effet nocebo qui pourtant a fait l'objet d'énormément d'études en neurosciences et qui montre que finalement, avec cette faculté de nous soumettre à l'autorité médicale, si l'autorité médicale nous dit par exemple il vous en reste pour 6 mois à vivre, eh bien de façon très obéissante, nous allons mourir dans les 6 mois qui viennent, même s'il y a eu par exemple, et ça s'est déjà présenté dans la littérature, des dossiers qui avaient été confondus et la personne à qui on avait dit qu'il lui restait 6 mois à vivre était en parfaite santé, on avait confondu les dossiers, tout ça c'est documenté évidemment, et est mort de façon très docile, dans les 6 mois, donc dans le délai que lui avait donné le médecin. Donc, si nous sommes dans une campagne de peur, comme le disait Tal, eh bien, c'est clair qu'il y a toute une série de personnes qui ont commencé à paniquer avec la peur de mourir, et cette peur de mourir peut se manifester sur le plan organique comme des lésions pulmonaires, des difficultés respiratoires, parce que mourir, c'est quoi? C'est rendre le dernier souffle, c'est expirer, ce qui fait qu'on peut avoir effectivement des pathologies respiratoires liées à la peur toxique de mourir sans avoir aucun virus qui se balade dans l'environnement. Troisième catégorie de morts et de cas du soi-disant Covid-19, ce sont des gens à qui on a attribué toute une série de symptômes, mais qui sont extrêmement larges. Or, comme je l'ai expliqué dans ma dernière intervention, normalement, si on veut dire qu'une maladie a une origine virale, il faudrait pouvoir remplir les 4 conditions des postulats de Koch. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on ne disait pas Koch, mais qu'on disait Koch, parce que c'est un mot allemand. Donc, j'espère l'avoir bien prononcé cette fois-ci. Et je vais citer le docteur Pascal Sacré, qui a écrit de très bons articles dans mondialisation.ca, et je donnerai le lien de ces articles. Pascal Sacré, qui est donc docteur en médecine en Belgique, et il dit, finalement, quand on regarde les symptômes avec lesquels on attribue Covid-19 à un patient ou à quelqu'un qui est mort, eh bien, on a la toux, la dyspnée, il y a les douleurs thoraciques, l'anosmie, donc la disparition de l'odorat, la dysgeusie, l'anomalie du goût, etc., mais aussi la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue, les rhinites, les maux de gorge, les maux de tête, l'anorexie, la diarrhée aqueuse sans cause apparente, la confusion aiguë et la chute soudaine sans cause apparente. Et le docteur Sacré conclut en disant, vous voyez, c'est un peu tout et n'importe quoi. Ce qui fait que dès qu'on a un de ces symptômes ou 2 de ces symptômes, on a eu tendance dans différents pays à attribuer cela au coronavirus. Mais qu'est-ce qui nous prouve effectivement que tous ces symptômes n'étaient pas dus simplement à d'autres causes qu'un virus, si on croit encore qu'un virus peut provoquer une maladie, ce qui n'est pas mon cas. Bien. Et je rappelle quand même que rien qu'en Italie, parce que j'ai lu aussi un article sur l'Italie, chaque année, il y a 2,4 millions de personnes qui souffrent de problèmes respiratoires et de maladies pulmonaires. Ça fait quand même beaucoup. Et il faut se rappeler que les maladies respiratoires dans les pays industrialisés sont la 3e cause de mortalité dans le monde. Ce qui veut dire que, de nouveau, on n'a pas besoin d'un virus pour mourir d'une affection respiratoire. Bien. 4e cause probable, là je vais repointer le doigt vers les vaccins, et je dirais que il y a toute une série maintenant de documents qui sont en train de sortir qui montrent que à l'automne 2019 et au mois de janvier 2020, il y a eu une énorme campagne de vaccination contre donc
le méningocoque C, parce qu'il y avait eu une épidémie de méningite, figurez-vous. Et vous savez combien de personnes ont été touchées par cette épidémie de méningite dont le centre était Bergame? Eh bien, cette épidémie comptait 6 personnes, dont 2 ont décédé. Et pour cela, on a vacciné, tenez-vous bien, eh bien, 33 500 personnes en quelques semaines, et on a rajouté 10 000 personnes par les médecins de famille dans les semaines qui ont suivi. Or, je l'ai mentionné dans une autre émission, on s'est rendu compte que certains vaccins pouvaient provoquer ce qu'on appelle le déplacement épidémique, c'est-à-dire qu'en vaccinant contre quelque chose, on crée une autre problématique, une autre maladie finalement. Et j'ai retrouvé un vieil article qui était paru dans la revue Néo-Santé, numéro 8 du mois de janvier 2012, un article signé par l'ancienne présidente de l'ALIS, qui est Françoise Joette. Et Françoise Joette fait justement la liste de toute une série de maladies qui sont apparues à la suite de vaccination. Donc des nouvelles maladies qui chaque fois apparaissent à la suite de vaccination. Et elle cite, je ne vais pas développer, elle cite par exemple le virus de la polio qui est devenu beaucoup plus virulent à partir du moment où on a commencé à vacciner massivement contre la coqueluche et la diphtérie dans les années 40. Et comme par hasard, la poliomyélite est apparue massivement dans les années 50. Si on prend par exemple les vaccins contre les hépatites, au début, il n'y avait que l'hépatite A et l'hépatite B qui étaient des hépatites naturelles. Et depuis qu'on vaccine massivement contre l'hépatite A et l'hépatite B, eh bien, sont apparues des formes d'hépatite plus sévères qui sont les hépatites C, hépatite D, hépatite E, hépatite G, hépatite H, et la liste n'est pas close. Les méningocoques, même chose, ce sont des vaccins contre la méningite qui ont provoqué des choses beaucoup plus graves. Les pneumocoques, et c'est là où on en arrive au cas de l'Italie, quand on vaccine contre l'Haemophilus influenza, comme par hasard, on va provoquer énormément de pneumonie. Et d'ailleurs, des médecins italiens ont alerté à partir du mois de novembre-décembre 2019 le fait que une nouvelle forme de pneumonie était apparue dans les hôpitaux, dans le nord de l'Italie essentiellement, et ils ne comprenaient pas d'où venaient ces lésions pulmonaires d'une origine totalement inconnue. On pourrait peut-être se demander si ce n'était pas lié à ce nouveau type de vaccin contre la grippe saisonnière. Ce sont des questions, tout ça, évidemment. Dois-je citer encore le vaccin contre le papillomavirus qui a fait exploser le nombre de cancers du col de l'utérus, ou le vaccin de la varicelle qui, depuis qu'il est systématisé, a vu augmenter les situations de zona. Alors, évidemment, tout ça, ce n'est pas compté dans le Covid-19, mais on peut quand même sérieusement faire l'hypothèse, je ne dis pas que c'est une certitude, mais on peut faire l'hypothèse, et ce serait très intéressant qu'on demande aux médecins qui nous écoutent et qui ont été dans des foyers ou des clusters de Covid-19 de vérifier quel était le statut vaccinal des personnes qui sont décédées du soi-disant Covid-19, et de voir s'il n'y a pas une corrélation forte entre la vaccination contre la grippe saisonnière, par exemple, et ces problèmes pulmonaires aigus et ces problèmes respiratoires provoqués par la vaccination. Bien, je vais plus vite dans les 4 dernières catégories. 5e catégorie, donc, c'est l'absence de soins chez les personnes âgées. Il faut se souvenir que 90% des personnes qui sont décédées du Covid-19 avaient 70 ans ou plus. Ce qui veut dire que c'est quand même une population extrêmement âgée. Donc, on pourrait se demander, mais comment se fait-il que ce virus, ce coronavirus, a touché préférentiellement cette population-là? Alors, évidemment, il y a toutes les explications qu'on peut donner. Michel Delorgeril, qui est un grand spécialiste des vaccins, a fait l'hypothèse que depuis une vingtaine d'années, ces personnes âgées qui sont traitées en maison pour personnes âgées sont fortement médicamentées et donc sont dans un terrain qui est extrêmement inflammatoire. Et donc ça, effectivement, si vous rajoutez maintenant le stress de la peur de mourir, plus le stress lié à l'isolement
et la tristesse de ne plus voir ses proches sur un terrain qui est déjà inflammatoire, ça peut effectivement emballer tout le système immunitaire et précipiter des problèmes respiratoires de nouveau, des problèmes de pneumonie, mais qui n'auraient rien à voir avec la présence d'un virus de nouveau. Si on compte en plus le fait qu'ils ont été faussement étiquetés Covid-19 pour qu'on puisse les évacuer plus rapidement possible, et si on compte le fait que aussi bien en France qu'au Québec, et au Québec ça a été vraiment quelque chose d'abominable, comme le personnel de soins de ces maisons qui sont les CHSLD au Québec, le personnel avait tellement peur d'être contaminé que seulement la moitié du personnel a continué à venir travailler dans ces résidences pour personnes âgées. Ce qui fait que, alors qu'ils étaient déjà en sous-nombre, il y a encore eu moins de personnes pour s'occuper des personnes âgées. Ce qui fait qu'il y a des personnes âgées, tenez-vous bien, qui sont mortes de déshydratation, qui sont mortes de faim, qui sont mortes parce qu'elles ont essayé de se lever seules pour aller aux toilettes, elles sont tombées. Il y a des personnes qui avaient demandé à ce qu'on fasse régler leur pacemaker, on leur a dit non, c'est pas la priorité, qui sont mortes d'un arrêt cardiaque 2 jours plus tard. C'est-à-dire en fait l'absence de soins plus le stress et la solitude de ces gens-là, peuvent expliquer également cette surmortalité au niveau de cette partie de la population. Tout ça, évidemment, ce sont des hypothèses que je fais, mais basées quand même sur des observations. Et quand vous pensez qu'il a quand même fait très chaud aussi bien en France qu'au Québec, et on a interdit de mettre en route la ventilation et l'air conditionné, soi-disant pour empêcher la propagation du virus, il y a des personnes âgées qui sont mortes de chaud également. Donc, tout ça, ce sont des morts qu'on a mis dans le gros panier Covid-19. Mais de quoi sont-ils morts véritablement? Ce sont des questions qu'on devrait tous se poser avant de nous parler de seconde vague, de masques, de distanciation sociale, etc. Justement, la 6e cause, je l'ai déjà dite dans la 5e, c'est le terrain inflammatoire dû à la surmédicamentation, mais ce n'est pas uniquement le fait des personnes âgées, ce sont aussi toutes les personnes qui sont surmédicamentées, et ça, vous le savez quand même qu'il y a une tendance à être de plus en plus médicamentés et de façon inutile. 7e catégorie de morts du Covid-19, ce sont les traitements inadéquats opérés par les médecins eux-mêmes. Pensons au ministre de la Santé qui recommandait de prendre le paracétamol, alors qu'on sait très bien que le paracétamol pouvait avoir un effet, je dirais, explosif au niveau des pathologies que les gens pouvaient ressentir. Le fait de dire aux gens « attendez d'avoir des symptômes avant de vous présenter aux urgences », alors qu'il aurait fallu traiter les gens et aider les gens le plus rapidement possible. Le fait d'intuber des patients en leur mettant des doses d'oxygène à haute dose parce qu'ils avaient des détresses respiratoires, alors que justement c'était le contraire qu'il aurait fallu faire. C'est si on les oxygénait, c'était avec de l'oxygène à faible pression. Il y a aussi le fait qu'un certain nombre de patients ont été anesthésiés totalement pour être mis sous respirateur artificiel, et l'anesthésie totale, on le sait, n'est pas sans risque non plus de mortalité. Bien. Et 8e et dernière catégorie que je ne vais pas développer cette fois-ci, mais que je cite malgré tout, ce sont toutes les pollutions électromagnétiques, ces pollutions électromagnétiques qui sont liées à la 2G, 3G, 4G, 5G, la Wi-Fi, donc toutes ces pollutions qui mettent les cellules en situation de stress, et on le sait maintenant, quand les cellules du corps humain sont en stress, elles vont produire des exosomes qui s'apparentent à des virus, et on pourrait se demander dans quelle mesure ces virus qui sont relâchés dans le corps, ou en tout cas ces exosomes qui sont relâchés dans le corps, n'ont pas provoqué un certain nombre de symptômes qui ont été observés par les médecins comme étant typique du Covid-19. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je ne suis sûr de rien dans ce que je vous avance. Par contre, ce sont des questions que des médecins, que des spécialistes, que des journalistes d'investigation se posent aujourd'hui, et je pense qu'on est tous en droit de se poser la question, mais est-ce que finalement, on nous a pas fait peur avec quelque chose dont peut-être le coupable n'avait rien à voir avec un coronavirus? Oui, et effectivement, apparemment, ça commence à faire un tollé dans pas mal de pays, parce qu'on va se retrouver à devoir déterrer nos morts pour enfin faire les autopsies qui n'ont pas été faites.
Et puis, en espérant que ça soit quand même transparent sur les résultats, parce que déterrer les morts et faire les autopsies, c'est une chose, mais savoir vraiment ce qui s'est passé, ça va être complexe de savoir, effectivement. Ça appelle tout ce que tu dis aussi au traitement, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas développer sur certains traitements qui ont été complètement oubliés pendant cette crise. Mais qui dit traitement dit aussi utilité des médicaments. Et puis, Salim, toi qui adores aller fouiller et chercher des listes qui ne se trouvent pas si facilement que ça, tu as trouvé une liste de 150 médicaments utiles. Sur combien? Je te laisse nous expliquer tout ça. 5000. Justement, je vais commencer par quelques chiffres. Et je voulais vous parler déjà, bonsoir à tous nos auditeurs. N'oubliez surtout pas de partager ce travail s'il vous semble pertinent. Faites-le dès à présent. Donc, on parle souvent d'épidémie, de deuxième vague, etc. Moi, je voulais vous parler aujourd'hui de l'épidémie de médicaments. C'est une épidémie qui tue énormément de gens. Alors là, accrochez-vous, ceinture de sécurité, airbag, casque de moto, intégrale si possible, veste renforcée de motard, la totale, vous allez voir, ça va valser. Alors, vous savez que le Vidal, c'est le dictionnaire des médicaments, contient à peu près 5000 spécialités en 15 000 formes galéniques. Vous savez qu'un médicament, il y a le comprimé gélule, après il y a la poudre, il y a le liquide, après vous avez les versions hospitalières. Il y en a 15 000, ok ? Le budget de la Sécu en France, je le rappelle, c'est 200 milliards d'euros les dernières années par an, 200 milliards d'euros, en sachant que le budget de l'État, c'est 400 milliards. Que les médicaments de ce budget, c'est 33 milliards d'euros en médication ambulatoire et 38 milliards d'euros plus la médication hospitalière. Okay ? Donc, on parle de 38 milliards sur 200 milliards. C'est énorme. Okay ? On a constaté une surconsommation en France, une vraie surconsommation par rapport aux pays européens voisins. Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie, Espagne. Ça peut aller jusqu'au double, avec une santé qui n'est pas meilleure que la leur. Donc, c'est du gaspillage pur et dur quand je parle d'argent. Sauf que, chers amis, je vous rappelle que le mésusage médicamenteux tue 10 000 personnes chaque année en France. Les effets secondaires tuent 18 000 personnes chaque année en France. Ça fait 28 000 personnes. On en est à 29 900 pour le coronavirus. Donc, chaque année, les médicaments tuent l'équivalent de ce que tue le Covid, en dehors, bien sûr, des morts à domicile. Alors, le mésusage médicamenteux, c'est quand vous vous trompez de médicaments. Vous savez que le paracétamol tue 200 personnes. 200 personnes chaque année, c'est cadeau. Effondrement hépatique, il meurt. Juste paracétamol, parce qu'il en prend 3 en 1 heure, 3 grammes en 1 heure. Voilà. Les autres médicaments, après vous avez les effets secondaires. Les effets secondaires, il y a des effets secondaires très très graves, notamment, je sais pas, les statines, AVC. Voilà, on peut en mourir. Et là, c'est donc 18 000 morts. On est en France, dans un pays qui, alors par exemple, c'est un chiffre vraiment très intéressant à connaître. La proportion de consultations qui se termine par une ordonnance est de 43% aux Pays-Bas, 70% en Allemagne et 90% en France. C'est rigolo ça, hein? On dirait que c'est pas la même médecine en fait. Comment ça se fait qu'un médecin aux Pays-Bas, il va pas prescrire plus d'une fois sur 2 et qu'en France, 90% vont prescrire à la fin d'une consultation. Comme si c'était devenu une obligation. Je vais chez le médecin pour revenir avec un médicament. Non, c'est pas obligatoirement le cas. D'ailleurs, on a remarqué également que les médecins qui recevaient souvent les VRP, les visiteurs médicaux, prescrivaient beaucoup plus, avaient des plus grosses ordonnances et utilisaient les médicaments les plus récents qui coûtaient le plus cher. Bon. Alors, je voulais aussi, avant d'en arriver à la liste des médicaments, rappeler aussi que au-dessus
au-dessus de 3 médicaments par ordonnance, c'est-à-dire quand quelqu'un prend par jour plus de 3 médicaments, on ne sait plus ce qui se passe dans l'organisme. Ok? On ne sait plus. Parce qu'il y a des effets. On appelle ça l'effet cocktail, c'est-à-dire chaque médicament potentialise les effets de l'autre avec des effets secondaires nouveaux, des effets secondaires aggravés, etc. Donc, quand on arrive à voir, et ça je l'ai vu, c'est des ordonnances caddie, des ordonnances poubelles de 21, 22 médicaments. Donc, c'est les ordonnances bisonnes, avec en haut les médicaments qui traitent les pathologies et en bas les médicaments qui traitent les effets secondaires. C'est hallucinant, hallucinant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? C'est un concept qui existe depuis longtemps. Ça a commencé, d'ailleurs, le docteur Rapin Maurice a écrit le livre Les 200 médicaments essentiels en 1980. Les 200 médicaments essentiels, en 1980 déjà. Vous vous rendez compte, il y a 40 ans. L'AFSAPS avait fait une liste, l'AFSAPS c'est l'ancienne ANSM, l'agence du médicament, avait fait en 2008 une liste de 381 médicaments. L'IGAS en 2011, après le scandale du Mediator, a fait la même chose. L'OMS a réalisé une liste en 2011 de 360 médicaments. Sauf qu'il y a vraiment des cochonneries dedans, comme le Lariam qui a failli tuer Stromae. C'est une cousine de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine qui a des effets secondaires catastrophiques, qui a failli tuer Stromae et qui est dans la liste stupide du Lariam, de l'OMS. On sait que l'OMS a interdit l'artémisia alors que c'est le meilleur médicament le plus efficace contre le paludisme, malaria. Donc bon, je me méfierai quand même de leur liste. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en France? Il y a une équipe de médecins internistes dont le professeur, il y a il y a 8 professeurs, 2 médecins, dont docteur ou professeur Thomas Michel, Harley, Aumaître, Cosra, Grosbois, etc. Ils ont publié cet article. Ils se sont donné pour mission de prescrire, de faire la liste des médicaments qu'ils utilisent tout le temps et dans toute leur pratique et de se débarrasser de toute la pub, etc. Et en fait, ils ont fait ça en plusieurs étapes. Il y a 18, ils estiment qu'il y a 18 familles de maladies et ils sont arrivés à un constat de 100 médicaments. Le hasard, hein, ils se sont pas dit on va se limiter à 100. Hein. D'ailleurs, eux, à la fin, ils disent qu'il faut peut-être aller à 150. Ils ont exclu les vaccins. Ils ont exclu les vaccins parce que de toute façon, les vaccins, on va dire que c'est pas des médicaments, c'est pour prévenir. Donc, à la rigueur, c'est pas le propos. Mais sur les 5000 médicaments, ils en ont rejeté 4900. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, c'est juste monstrueux. Alors, le pire, donc vous avez un article dans Science et Vie a été publié, très intéressant, en 2015. Alors, c'est des informations qui reviennent de temps en temps dans les médias ou dans les revues de sciences comme ça, mais de manière très légère. C'est pas repris en masse. Ce qui est repris en masse, grâce au travail du lobbying de Big Pharma, c'est les nouveautés. Alors, les nouveautés, ça va être partout à la télé, etc. Mais là, malheureusement, ce n'est pas repris en masse. Alors, vous avez des blockbusters parmi les top 30 de vente de médicaments qui ont été exclus de la liste. Par exemple, la piostacine antibiotique, top 19, elle n'a même pas été retenue. Le diclofénac, qui est un médicament qui est toujours vendu, pareil, top 18 des ventes, top 18 de 38 milliards d'euros. On parle de beaucoup d'argent là, hein, je vous signale. Hein. Donc, il n'a même pas été retenu. C'est des médicaments que des médecins ont dû prescrire pendant 20 ou 30 ans. Il rappelle également qu'il n'y a aucun médicament efficace contre Alzheimer. Pourtant, il y en a 4 en vente, qui est même certains remboursés. Je crois qu'il y en a qui coûtaient 60 € la boîte. 900 000 patients. Il n'y a pas de médicament contre l'Alzheimer. C'est important à dire quand même, c'est pas rien du tout. Il rappelle également un truc super intéressant. Vous savez, les dépressions simples, mineures à modérées, les recommandations officielles, c'est psychothérapie. C'est pas médicament. C'est psychothérapie. On va parler, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Au lieu d'aller les gaver de psychotropes qui vont les amplifier. Vous savez, la bave à la commissure, les yeux perdus, enfin, c'est horrible. Donc, et pour finir, je vous ai rajouté, j'en parle régulièrement de ce livre des professeurs Even et Debré. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure des 28 000 morts, mais il y a 100 000 hospitalisations chaque année.
100 000 à cause des médicaments. Hein, 15 milliards jetés à la poubelle selon eux. 15 milliards. C'est vraiment un excellent travail qui a été fait. C'est un livre qui date de 2012. C'est un gros pavé. Il y a beaucoup d'informations dedans. Donc 15 milliards. Là, le Ségur de la santé, Castex, le nouveau Premier ministre, vient de nous expliquer qu'ils ont débloqué 7,5 milliards. Moi, je viens de lui sortir 15 milliards. Je viens de lui sortir 15 milliards en sauvant. Vous savez, 15 milliards, c'est combien de postes d'infirmières et d'assistantes de soins, etc. Enfin, vous vous rendez compte? C'est des dizaines de milliers de postes là. Hein. Donc, alors, ce qui est vraiment dérangeant, c'est que le silence assourdissant des médecins. Ça, c'est vraiment dérangeant. Les médecins ne parlent pas de ça. C'est vraiment inquiétant. Il faut savoir également que le prix du médicament n'a strictement rien à voir avec son efficacité, rien. Il n'y a pas de nouveauté depuis 30 ans, c'est que des MeToo, c'est que des copies de médicaments existants, juste ils ont changé chouïa pour que le brevet puisse tourner encore 20 ans. C'est exactement le cas du Mediator par rapport à l'isoméride, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et pour finir, il faut savoir qu'en France, le comité, alors c'est le comité économique interministériel des produits de santé, qui autorise ou non le remboursement, il n'y a aucun médecin dedans. C'est le ministre de l'économie et de l'industrie qui décide, écoutez bien, hein, si un médicament est remboursé ou pas. C'est-à-dire, bon, ça n'a absolument aucun sens. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Quand on vous donne une liste, je le dis et je le répète, quand on vous donne une liste de 15 médicaments, sachez que vous êtes sur une pente glissante et dangereuse. Lisez tous les médicaments, lisez les effets secondaires. Si vous avez des effets secondaires, il faut en parler à votre médecin. Il ne faut pas les supporter. Vous n'avez pas à supporter une vie de misère. Ok, les nausées, les vertiges, les douleurs abdominales, vous n'avez les insomnies, catastrophes, les problèmes de peau, d'allergies, etc. Vous n'avez pas à souffrir autant. Changez de médecin. Voilà, renseignez-vous avant de gober des piluliers qui contiennent des centaines de médicaments parce que votre foie, à un moment donné, il fera pas le travail. Enfin, à un moment donné, vous allez peut-être faire partie des 28 000 morts, donc du mésusage parce que vous êtes trempé de pilules ou des effets secondaires. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. En fait, tu sais, Salim, c'est fou parce que il y a peut-être des gens qui se disent, mon Dieu, mais j'avais pas pensé ça comme ça parce que on se rend pas compte. Hein. En Suisse, c'est différent parce que on a des franchises très élevées, on paye des assurances maladie, on nous pousse pas trop à la consommation, tandis qu'en France, c'est apparemment, et en Belgique et au Canada, je sais pas comment c'est, vous me direz après, mais c'est vrai que les gens, ils se rendent pas compte. Ils vont chez le médecin, ils sortent. Bon voilà, on se pose plus de questions, hein, on sort avec l'ordonnance et puis on va faire la pharmacie a des queues hallucinantes pour acheter des médicaments. En fait, ce sont les citoyens, les produits. Quand on a compris ça, on a tout compris. D'ailleurs, un médecin franco-suisse, Dr Broussagnan, disait l'autre jour dans une vidéo, quand les enfants arrivent sur le marché, c'est dingue, mais c'est la réalité. Quand les enfants arrivent sur le marché, eh bien, tous ces consommateurs-là que nous sommes doivent quand même se responsabiliser. En tout cas, ça n'engage que moi, mais je ne crois ni en l'État-providence qui va nous expliquer comment ça fonctionne, ni en les ministres de la santé qui finalement ont été tous des directeurs financiers ou qui ont peut-être fait HEC et compagnie qui savent comment fonctionne un business, ni aux compagnies pharmaceutiques pour nous apprendre comment on va régler ces problèmes, puisqu'on voit que c'est juste un système de cascade. Et se dire, bien finalement, la solution elle vient de moi. On la voit avec le Covid. La solution vient de soi-même, puisque on le saura. Les informations viendront au fur et à mesure qu'on aura les études. Qu'en est-il des gens qui ont été tués par des protocoles meurtriers avec des machines qui ont été utilisées à plein gaz? Ça me fait penser aussi à cet urgentiste new-yorkais qui a fait une sonnette d'alarme dingue, qui n'en pouvait plus. Sauf erreur, ça devait être autour de avril, qui a dit, mais on est en train de tuer les gens dans les services d'urgence. Est-ce que vous qui nous regardez, vous avez vu ces personnes parler? Est-ce que votre entourage, parce que encore ce matin, je suis avec une personne au téléphone qui me dit, donc une personne de plus de 60 ans qui me dit que ses enfants l'ont bloqué sur Facebook parce qu'ils dénoncent
Est-ce que vous vous rendez compte, les amis, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est là où je vais enchaîner sur la deuxième partie parce que j'ai des questions à vous poser et puis je vous invite aussi on va discuter cette fois, ça va être plus dynamique. Est-ce que cette crise, elle a finalement, une bonne fois pour toutes, révélé le vrai visage de qui nous sommes? Voilà. Qui veut répondre à ça? Il y a un peu plus d'un siècle, on a cru que la médecine, des vaccins et des médicaments chimiques allait nous apporter la santé. Et ça donnait un espèce d'énorme monstre qu'on appelle aujourd'hui Big Pharma. Big Pharma aujourd'hui et Big Tech veulent contrôler l'humanité tout entière. Et il n'y a qu'une solution, c'est de se réveiller et d'épingler d'un coup d'épingle cette énorme baudruche et d'arrêter de consommer. Parce que si nous boycottons la chimie et les vaccins, eh ben on va découvrir que nous sommes responsables de notre santé et que la santé ne viendra jamais de quelque chose d'extérieur. Ça, c'est aussi simple. C'est une loi universelle. La santé, c'est à nous de la faire. Croire qu'un vaccin, qu'un médicament va nous l'apporter, c'est une grande illusion collective. Oui, Jean-Jacques. Mais pour répondre à ta question, est-ce que ce n'est pas en train de révéler notre vrai visage? Effectivement, je nuancerai un petit peu parce que moi aussi, ici au Québec, je perçois qu'il y a je dirais une rupture ou une cassure entre deux partie de la population. C'est-à-dire que vraiment, on est dans une situation avec les gens qui sont pour les masques, pour la distanciation sociale et qui engueulent de plus en plus, qui sont de plus en plus agressifs vis-à-vis de ceux qui, comme moi, arborent un t-shirt proposé par Initiative Citoyenne, hein, non à la peur, non à la 5G, non au traçage et non à la vaccination forcée. Eh bien, parfois, je me fais houspiller par des gens qui me disent que je suis irresponsable, qu'à cause de moi, il va y avoir plein de gens qui vont mourir, etc. Et moi, l'analyse que je fais de cette situation, c'est que finalement, ça ne révèle pas tellement nos vrais visages, mais ça révèle le rapport que nous avons avec la santé, avec la maladie ou avec la mort. Hein. Comme le disait Tal en début d'émission, je pense, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ceux qui ne croient pas et qui n'avalent pas le discours des gouvernements sont la plupart du temps des gens qui ont travaillé sur eux, qui ont appris à se réconcilier avec la nature, avec leur corps, y compris avec les symptômes de maladie, comme étant des signaux qui nous indiquent qu'il y a un rééquilibrage à faire. Donc, il y a tout un travail sur soi qui fait que ça va de pair finalement avec le fait qu'on n'embarque pas dans ce discours de peur. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas travaillé sur eux jusqu'à présent, qui se sont laissés bercer et qui se sont laissés laver le cerveau par les séries télévisées américaines ou européennes, par la publicité, etc., qui maintenant sont complètement dépourvus parce qu'on leur présente pour la première fois quelque chose que tous les philosophes disent à propos de la mort, c'est-à-dire que la mort est à la fois quelque chose de totalement inconcevable et en même temps totalement sûr. Et c'est ce rapport à la mort auquel une bonne partie de la population n'a pas été préparée, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une fracture au niveau de la société avec deux camps qui sont en train de devenir de plus en plus virulents. Je dirais que ceux qui n'ont pas travaillé sur eux sont très souvent beaucoup plus agressifs à l'égard des autres que les autres vis-à-vis de cette première faction, je dirais. Oui, mais tu vois, quand tu me dis ça, c'est vrai que ça, c'est c'est une des premières choses qu'on peut envisager. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Parce que vous savez, moi, j'aime bien vous raconter les petites anecdotes. Et ça me fait penser qu'il y a pas que l'histoire de travailler sur soi. Parce que finalement, il y a des gens, et d'ailleurs, on le voit bien avec le Covid, si on prend tout ce qui est sorti comme étude, tu peux être quelqu'un d'hyper rationnel, qui n'a pas du tout travaillé sur toi. Et si tu prends les choses factuellement, l'une après l'autre, ouais. Donc cerveau gauche à 100%, on va dire ça comme ça, tout est là. De nouveau, c'est pas que ça nous a amusés pendant ce temps-là de mettre tous nos projets en attente, etc. On a bien vu que tous les faits étaient là et c'est ce qu'on continue de dire et de partager. Alors, la petite histoire, elle représente pour moi ce qu'est. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais est-ce que c'est un vrai visage? Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je ne balance pas de nom puisque c'est pas du tout dans ma façon de faire, mais il se trouve que en Suisse, vous savez, nous avons une armée qui a commencé à s'occuper de nos citoyens
Alors, c'était au tout début, hein, fin mars, probablement fin mars. J'ai plus les dates en tête, mais c'était au début. Et donc, un dégradé discute avec un ami. Enfin, j'ai entendu cette histoire et moi, j'en ai une similaire. Et lui dit, écoute, on est en train de mettre tout le dispo militaire en Suisse en place pour s'occuper des Suisses et on a des chiffres. Et ces chiffres, en fait, on ne les donne pas parce qu'ils sont super graves. Et si on donnait les vrais chiffres, eh bien, la population suisse serait complètement en panique. Et puis cet ami lui dit, mais quels sont ces chiffres? Il dit, écoute, figure-toi que c'est très grave. Pour un mort en Suisse, dans les médias, on dit qu'il y a eu 100 contaminés. Alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. D'après nos chiffres, que nous ne dirons pas parce qu'on veut pas que ça parte en panique, il y a 1000 contaminés. Et moi, je me dis, mais comment on peut arriver à, sincèrement, à moins d'être en panique totale, à dire avec aplomb, si nous disons aux gens qu'il y a plus de contaminés pour le même nombre de morts, ils vont paniquer. Mais au secours! Et voilà. Et pour moi, quand je parle de vrai visage, vous voyez, les amis, c'est de ça que je parle. C'est finalement de juste avoir, parce que quelqu'un est passé là, que tu estimes être plus intelligent que toi, probablement ton supérieur hiérarchique, ou on peut imaginer une personne dans une mainstream qui parle à un citoyen qui se sent bête par rapport à ce journaliste, et qui va te dire, ah mon Dieu, c'est grave, il y a eu 1000 personnes contaminées au lieu de 100, mais on a un mort. Et comme il y a cette espèce de je sais pas comment expliquer, de mouvement, on se pose plus la question, on suit le mouvement, voilà, on suit le flow. On fait une espèce de mimétisme émotionnel sur l'autre en disant ouais, oui, c'est hyper grave, cachons aux Suisses. Hein. Surtout, on reste sur le fait qu'il y avait 100 contaminés parce que si on a plus, non mais. Alors moi, je voulais enchaîner sur l'histoire des masques parce que j'imagine que vous avez aussi des obligations et je voulais faire le tour de ce qui se passe chez vous, en tout cas en Suisse, dans 2 cantons sur 24. Il y a maintenant une obligation de porter des masques dans les transports en commun et dans les commerces avec plus de 10 personnes. Ça commence à être dingue, hein, les réactions ici. Les gens sont, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'il en est chez vous? Sophie, qu'est-ce qui se passe en Belgique? Ton micro. Alors, en Belgique, par rapport aux masques, le 30 avril dernier, il y a eu un arrêté royal qui a été pondu disant que ce serait obligatoire dans les transports en commun. Il y a eu des sondages qui ont été faits disant que soi-disant 83 ou 87%, je ne sais plus, des gens seraient en faveur de l'obligation du port du masque et seraient même en faveur d'une obligation plus large ailleurs que dans les transports en commun. J'ai quelques doutes quand même sur ces sondages. Alors, cette obligation, elle est illégale parce que finalement, elle contrevient des dispositions du code pénal qui disent que normalement, on ne peut pas aller dans des lieux publics avec le visage qui n'est pas reconnaissable. Donc, ça va à l'encontre de notre Constitution. Un arrêté royal a une portée juridique qui est inférieure à ce qu'est la loi ou le code pénal. Donc voilà, je pense que c'est le signe aussi comme le disait Tal, d'une soumission, d'une docilité. Mais comme je le disais déjà dans les précédentes émissions, je sens quand même moins de crispation dans le public que, je dirais, il y a 2 mois au niveau de la population. Donc il y a quand même des choses qui évoluent, mais dans les transports en commun, c'est obligatoire. Donc et toi, qu'est-ce que tu fais, toi, alors? Tu prends les transports en commun ou pas? Non, j'ai la chance d'avoir une voiture et je suis contente de ne pas devoir porter ça parce que je ne le supporte pas. Alors, pour aller chez un thérapeute, un acupuncteur à Bruxelles, pour ne pas le citer, il y avait la consigne de mettre un masque. Moi, bon, alors, initialement, c'est quelqu'un que je connais, que je respecte, etc. Je lui explique que moi, je ne le supporte pas. Alors, bon, j'ai mis le masque comme ça, tu vois, en dessous du nez. Voilà. Mais parce que j'ai pas respiré, non. Donc moi, je rentre pas là-dedans, quoi. C'est quelque chose, voilà. Je pense qu'il faut pouvoir dire non et ne pas mettre ça. C'est ceux qui le supportent et que ça rassure. Si vraiment, mais voilà, ils sont dans une telle peur, ça les rassure de mettre ça. Mais voilà, ça favorise le retour du CO2, ça favorise les germes, ce n'est pas optimal pour le système immunitaire, donc je pense qu'il faut que les personnes se renseignent.
les effets globaux. Et puis moi, je suis tombée sur des gens qui m'ont dit oh, ben, j'ai dû être hospitalisée pour une migraine ophtalmique et on a suspecté que c'était le masque, mais je continue quand même à le porter. Quand je l'ai revu au magasin 2 semaines après, je dis ça va quand même mieux, vous avez plus de masque. Oui, j'ai plus de masque, mais quand je sors de mon boulot, parce que les caissières, je le porte quand même. Donc voilà, il y a de tout. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup d'irrationalité là-dedans quand même. Hein. Voilà. Et même le docteur Van Rans, qui est un expert ici en Belgique, qui a notamment des conflits d'intérêts, eh bien, il a été pris en photo dans un transport en commun et son masque n'était pas mis. Voilà, alors qu'il prône le port du masque, eh ben, son masque à lui n'était pas mis. Voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Quelle surprise, quelle surprise. Alors, en tout cas, on a un point commun ici, je le rappelle, dans cette émission, c'est que nous sommes pour la liberté et le choix. Et ça, je crois que c'est vraiment notre leitmotiv à tous, de promouvoir la liberté de choix, que ceux qui souhaitent faire ce qu'ils veulent avec leur corps, leur corps leur appartient. Et là où on a commencé effectivement à pas être d'accord, c'est quand ils commencent à avoir des obligations. Et puis, ces obligations sont souvent liées à des choses qu'on nous ne dit pas. Alors, il va falloir fouiner. Et moi, je voulais vous demander, je sais aussi, Salim, toi qui as beaucoup parlé des études randomisées, double aveugle, placebo, là, bon, si j'ai bien compris, attention, je risque de faire la blonde, hein. Si j'ai bien compris, pour l'hydroxychloroquine, il fallait avoir cette étude-là pour la valider. Et on a présumé en France, d'ailleurs, et en Suisse, c'était pareil, que sans études valables, avec ces doubles aveugles, l'hydroxychloroquine était suspendue. Est-ce qu'on a fait la même chose en France avec les masques ? Bien sûr que non, bien sûr que non. Il y a eu absolument aucune étude, hein. Ça a été imposé comme ça. Mais moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est pendant les élections municipales en France, il y avait 2 salles, 2 ambiances. Vous aviez, comment il s'appelle, un certain Doucet, un écolo qui gagne l'élection à Lyon. Et vous le voyez avec Gérard Collomb masqué pendant qu'il se masque, il se met du gel, etc. C'était assez impressionnant que Gérard Collomb qui était masqué aussi. Et à Marseille, il y avait 1000 personnes, il n'y avait aucun masque, personne ne portait rien. Certes, ils étaient dehors là ce coup-ci, mais il y avait on ne sait plus en fait. C'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, je rappelle aussi que vous savez qu'il y en a plein qui nous ont dit oui, mais vous allez voir ce que vous allez voir dans 15 jours. Ça fait 2 mois, il n'y a toujours rien. Hein. Donc, la fameuse quatorzaine, elle est déjà passée 4 fois. Là, on nous explique qu'il y a 350 foyers infectieux partout en France, etc. Tous les jours, le nombre d'hospitalisés diminue. Donc, c'est-à-dire qu'on a des clusters, des foyers infectieux, on a des malades, mais ils disparaissent, ils viennent jamais à l'hôpital. C'est quand même bizarre, c'est ridicule de dire ça. C'est-à-dire, à un moment donné, si on a 300 clusters, 300 foyers infectieux, je déteste le terme cluster d'ailleurs, si on a 350 foyers infectieux, vous prenez au minimum 2-3 personnes par foyer, ça fait 1000 malades. Au minimum, 1000 malades. Voilà. Et ils sont où? Pourquoi ils n'apparaissent pas dans les chiffres statistiques, etc. C'est du grand n'importe quoi. Et ces questions-là, tout le monde peut se les poser. Tout le monde. Par contre, faut se rendre à l'évidence. Il ne faut pas négliger la puissance de frappe des médias. Franchement, il ne faut pas la négliger. C'est eux qui tiennent les rênes, c'est eux qui tiennent, c'est eux qui contrôlent la partie en fait. Ils tiennent les règles, ils ont écrit les règles de la partie, c'est eux qui arbitrent la partie, c'est eux qui décident qui va parler, qui ne va pas parler, qui va jouer, qui ne va pas jouer. Donc ils sont quand même très très puissants. Quand vous prenez une dame de 75 ans, 80 ans, ou même moins, 60 ans, 65 ans, et elle croit, quoi. Pourquoi elle ne croirait pas? Moi, je trouve que c'est pas normal qu'elle ne croit pas. C'est ça la réalité. Si elle croit pas ce qu'on lui dit à la télé, si elle croit pas le médecin, elle va croire qui? Elle va croire le petit merdeux de 18 ans en bas de la rue? Ce n'est pas sérieux. Donc,
il faut, pour contrer leur propagande, je suis désolé, mais il faut développer autant d'énergie que la leur pour contrer cette propagande. C'est comme voilà, il y a 100 kilos, il faut 101. Si on a 101 kilos, on peut gagner, on peut commencer à faire basculer le truc. Donc, le boulot, c'est d'informer avec de manière professionnelle, toujours argumentée avec des preuves scientifiques, etc. Et je voulais dire aussi un truc, c'est que c'est hyper important, hyper important. Vous voyez, une vidéo, ça restera toujours virtuel. Et ça, Michel Desmurger l'explique très bien dans TV Lobotomie, et vraiment très bien. On ne peut pas enseigner à un enfant avec la télé, c'est pas possible. Un tableau et une craie, c'est 1 million de fois mieux. Pourquoi? Parce qu'il va mémoriser la texture du tableau et de la craie, l'odeur de la craie, le bruit de la craie sur le tableau. Tout ça rentre dans l'apprentissage. Et avec l'écran, il n'y a rien du tout. On n'apprend pas une langue ou les maths avec un écran. Il faut un professeur, un tableau ou une feuille, un stylo, une craie, ce que vous voudrez. Donc, une vidéo là, ce qu'on fait, ça sera toujours 100 fois moins puissant que rencontrer quelqu'un et lui parler directement, lui expliquer avec toute la bienveillance qu'il faut, hein, sans s'énerver, voilà, et lui expliquer. On atteint plus son intelligence, son cœur, son âme, voilà. Et il voit ce qu'il ne verra jamais dans une vidéo qui restera toujours des pixels. Merci, vraiment Salim, merci parce que tu sais, c'est tellement ce que je rabâche et je suis toujours la gâche-faite en fait. Et pourtant, on nous voit parce qu'on utilise ces médias. Mais welcome, bienvenue au club. Oui, mais entre nous, hein, je vous le dis entre nous, mais ça reste entre nous. C'est vrai que on m'appelle souvent le boulet parce que moi, j'ai plus de télévision et on s'est foutu de moi parce qu'il y a encore pas très longtemps de ça. Il y a 3 ans, je savais même pas ce que c'était Netflix, pour te dire. Alors, des Netflix, tu sais pas ce que c'est? Je dis non, qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'un vaccin. C'est le dernier vaccin qui est sorti. Et je trouve d'ailleurs, pour ceux qui aiment les sensations fortes, quand je vois, parce que du coup j'ai un peu regardé ce qu'il y avait sur Netflix, je trouve ça d'un fade par rapport à l'actualité. On s'amuse beaucoup plus en regardant l'actualité et les dingues, il y a ces trucs. Là, en l'occurrence, j'aimerais quand même, moi, vous savez, j'ai toujours détesté la politique. Et on mettra en lien de cette vidéo, regardez le lien, un cadeau LCI. Donc, je ne sais plus de quand ça date, mais c'était Dupond-Moretti quand même, qui disait, parce qu'on va juste faire une petite parenthèse politique, sur un plateau où la présentatrice lui dit, est-ce qu'un jour vous allez faire de la politique? Il lui dit, ah mais non, mais jamais je ferai de la politique, parce que si je fais de la politique, en fait, c'est pas possible, ça va être un chaos fini. Et en plus, c'est insupportable, il faut être copain-copain, enfin bref. En fait, tout ce qu'est la politique a été décrit par ce brillant maître Moretti, qui maintenant est donc dans la cour des grands ministres français. On se réjouit, hein, on se réjouit de voir l'œuvre commune. Et voilà, et du coup, tout ça, on se dit, mais ça passe sur les écrans, et on ingurgite, en état d'hypnose, tout ça. On oublie de faire les liens. C'est pour ça que l'histoire de ceux qui ont perdu est très important, parce que souvent on parle que de l'histoire de ceux qui ont gagné. En quoi ça peut aussi être biaisé. Alors moi, j'aimerais savoir maintenant qu'est-ce qui se passe en France. Alors, Tal, tu nous parles jamais de politique. Non, je ne suis pas très politique. Mon micro marche, oui. Non, ce qui est à dire, qui est passionnant, moi je mets ça sur mon blog, j'ai des blogs, et je donne toutes les études depuis longtemps qui prouvent absolument sérieusement qu'il n'y a aucune étude scientifique qui montre qu'un masque n'a jamais servi à quelque chose. Et il y a des tas d'études qui vous montrent que les masques, ça vous rend malade parce que vous êtes en hypoxie. Alors les gens vous disent, oui, mais les Asiatiques mettent des masques. Et c'est grâce à ça qu'ils ont évité. Alors mon avis est tout différent. La raison pour laquelle les Asiatiques sont beaucoup moins malades, c'est qu'ils ont une alimentation bien moins toxique. Quand vous allez en Corée du Sud, par exemple, ou à Taïwan, les gens, ils mangent un bol de riz, un petit morceau de viande tout petit, ils n'ont pas l'alimentation occidentale. Donc, ils sont simplement moins pollués. L'élément clé à comprendre, c'est que la pollution de nos organismes, c'est ça le vrai problème de notre époque. Comme on l'a vu, nous sommes hyper pollués. Et c'est cette pollution par la 5G, par la chimie, par les vaccins, qui fait qu'on est malade.
Et donc, il faut se dépolluer, croire que les solutions vont être de polluer encore un peu plus avec un vaccin, on est dans la folie totale. Donc, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que les médias ne parlent jamais de la pollution. Ils en disent pas un mot, ou ils vous disent juste, oui, à Paris, on a dû changer, ouais, des petits trucs, mais ils montrent pas le drame colossal d'une société hyper polluée. Et c'est pour ça que les Africains sont beaucoup moins touchés, parce qu'ils sont beaucoup moins pollués. Donc, il faut qu'on arrive à faire passer ce message de dire, regardez ce qui se passe ici, vous êtes pollués, et c'est pas un masque qui va vous sauver, c'est changer votre mode de vie. Mais en fait, c'est vrai que j'ai pas le souvenir. Et d'ailleurs, Jean-Jacques, je voulais te demander ce qui se passe de ton côté au Québec. J'ai pas le souvenir, depuis le début de cette crise Covid, d'avoir entendu un seul politique, évidemment, parler de la défense immunitaire, et puis surtout, peut-être mettre aussi, comme on a fait avec l'hydroxychloroquine, un petit doute sur le vaccin. Parce que là, je vais venir au vaccin obligatoire. Et il me semble que quelque chose a été finalement annulé au Québec. Est-ce que j'ai bien suivi? Parce qu'il y avait quand même une femme qui a été auditionnée. Alors, je ne sais plus maintenant le nom parce qu'on a tellement de choses à lire. Tu peux nous raconter ce qui se passe là maintenant? Oui, en fait, il se passe beaucoup de choses et qui ne sont pas nécessairement réjouissantes ici au Québec. Alors, je fais un petit résumé. La ministre québécoise de la Santé, qui s'appelle Danielle McCann, a été auditionnée par une commission parlementaire au moment où il était question de faire passer une loi d'urgence sanitaire. Et d'ailleurs, on pourra faire probablement un parallèle avec cette loi qui vient d'être votée, d'après mes renseignements, en France et qui donne les pleins pouvoirs au gouvernement jusque début novembre. Donc, il y avait un projet de loi qui devait passer fin juin au Québec et qui donnait donc les pleins pouvoirs pendant minimum 2 ans au gouvernement. Et donc on était dans un cas de figure où on aurait été en état d'urgence sanitaire permanent jusqu'à ce que le gouvernement décide qu'on n'était plus en urgence. Et donc il y a un député qui a demandé oui, mais Madame la ministre, comment est-ce que le gouvernement va décider sous quels critères finalement qu'on n'est plus en urgence? Et elle a répondu, eh bien, quand il n'y aura plus de menaces contre la population. Alors il a réitéré sa question en disant, mais ça veut dire quoi quand il n'y aura plus de menaces, parce qu'évidemment on peut pas faire disparaître tous les virus de la planète comme ça du jour au lendemain. Et elle a répondu, c'est le jour où il y aura un vaccin disponible pour la population. Ce jour-là, nous ne serons plus en situation d'urgence sanitaire. Une semaine plus tard, avec une réponse qui était évidemment complètement sotte et absurde, elle a été démissionnée et elle a été remplacée par un économiste. Donc, en fait, nous avons maintenant à la tête de la santé publique au Québec quelqu'un qui n'a plus de compétences du tout au niveau médical. C'est un économiste qui était le promoteur principal de ce projet de loi d'urgence qui est la loi 61. Donc, pour l'instant, cette loi n'est pas passée, mais on sait que au mois d'octobre, ils vont revenir en force et là, ils vont essayer de faire passer cette loi, cette fois-ci, avec un processus bâillon. C'est-à-dire que ce sera majorité contre opposition, alors que la première fois, dans la première procédure, il fallait que ce soit l'unanimité des parlementaires qui devaient donner son accord. Bien. Donc, et quand on sait que cette loi d'urgence est une loi qui, dans son essence, va donner la priorité essentiellement aux grandes entreprises de déploiement de la 5G et de déploiement de l'exploitation des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, donc au Québec, qui était aussi un projet qui avait été repoussé par un référendum et la pression populaire il y a 10 ans de cela. Et en fait, on vient de découvrir que la société qui avait été déboutée il y a 10 ans par cette vindicte populaire, eh bien, a continué à exproprier petit à petit des terrains sur les 2 rives du Saint-Laurent
restaurants pour pouvoir exploiter les gaz de schiste dont on sait que c'est une catastrophe. Dernière chose, la mairesse de Montréal, Montréal a quand même été le plus gros foyer épidémique lors de la crise du Covid-19. Bon, il faut quand même savoir qu'au Québec, il y a eu 6000 personnes qui sont mortes, dont 5500 dans les foyers pour personnes âgées. Donc, ça veut dire qu'on a mis à l'arrêt 8 400 000 Québécois pour 500 morts en dehors des personnes âgées. C'est quand même complètement fou. Et là, la mairesse de Montréal, après avoir autorisé sans aucun problème toutes les manifestations Black Lives Matter, où il n'y avait pas de distanciation sociale, il n'y avait pas de masque, etc. Et tout ça, ça a été fait. Et maintenant, elle s'est fâchée en disant que dans les bars, certaines personnes ne respectaient pas suffisamment la distanciation sociale et dans les restaurants non plus. Et donc, à partir du 27 juillet, le port du masque serait obligatoire dans tous les lieux publics fermés. Donc, c'était déjà le cas dans les transports en commun. Donc, en fait, maintenant, je pense que les Québécois sont face à un choix. C'est soit on se met dans l'illégalité et on va se ramasser des amendes, mais qu'on ne payera pas. Et là, il va falloir faire une alliance entre les citoyens et les restaurateurs et les tenanciers de barman et de bars et les tenanciers aussi de salles de sport, etc. Sinon, on entre en dictature. Et ça veut dire que pour le 15 octobre, on est dans une urgence sanitaire qui va durer des années et qui va donner un blanc-seing aux entreprises qui voudront détruire la nature. Donc voilà, bientôt le Québec ne sera plus une destination nature enviée par les Européens. On sera pollué jusqu'au cou. Voilà, et tout ça sous prétexte évidemment d'un méchant coronavirus dont je continue à douter de l'existence. Tout à fait. Oui, et puis je me suis demandé aussi, parce que plusieurs personnes l'ont relevé dans les commentaires de certaines vidéos de l'info en question, parce qu'on revient souvent sur le masque, mais c'est quand même fou parce que moi, je me refuse de considérer comme une normalité quelque chose qui cache mon visage et qui m'empêche de respirer. La base, comme tu l'as dit, Jean-Jacques, avant de mourir, en général, on inspire, parce que l'expire, c'est plutôt quand ça revient pas dans l'autre sens, c'est mauvais signe. Moi, on boucle là-dessus. Il y a des gens qui effectivement m'ont dit, mais si on est asthmatique, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, par exemple, toi, Tal, tu peux faire un papier, parce que si on est asthmatique, parlons d'un cas concret. Un asthmatique, eh ben, c'est arrivé à un coureur de fond, il a mis son masque et après 10 minutes de course, il est mort. Donc, il y a plein de gens qui sont en train de mourir à cause du masque. Alors, c'est une situation abracadabrante parce qu'on a créé la peur d'un virus qui, comme dit, ce virus, il n'a jamais été vraiment isolé. Donc, on a fabriqué une peur et on veut la maintenir grâce au masque. Parce que comme les gens se rendent compte maintenant que le Covid n'a pas tué tant de gens que ça, ils donnent des chiffres maintenant pour l'Afrique qui font rire. Il y a eu 6 morts au Burundi, il y en a eu 3 à Madagascar. C'est des chiffres ridicules, complètement ridicules, qui veulent rien dire. Mais on maintient cette espèce de jeu de chiffres terrorisants pour que les gens gardent leur masque. Parce que c'est le seul moyen, ils vont maintenir ce masque jusqu'au vaccin. Parce que le but de toute cette histoire du Covid comme du masque, c'est de maintenir les gens dans la peur jusqu'à ce qu'on les vaccine. Il faut voir la logique de tout ça. C'est très calculé. Et c'est calculé depuis longtemps. C'est calculé pour que les gens subissent, obéissent, soient malades et meurent. N'oublions pas que, comme Perron l'a dit, il y a eu 30 000 morts en France parce qu'on a voulu qu'ils meurent. Les gens sont des génocidaires. Et le drame d'aujourd'hui, c'est que les politiques, il y en a qui sont très charmants, qui se donnent de la peine, mais ils obéissent. Parce qu'ils ont besoin d'argent et l'argent vient des multinationales. Et les multinationales, au sommet de tout, il y a monsieur Bill Gates, qui est le maître du monde et qui maintient le monde entier, grâce à l'OMS notamment, dans la peur. Et l'OMS se ridiculise, à mon avis, d'une façon incroyable en voulant maintenir cette peur alors qu'ils n'ont rien à nous apporter qui fasse peur. C'est tout du baratin. Mais c'est du baratin calculé pour nous faire rester dans la peur. Et il n'y a qu'une solution, c'est qu'on en sorte. Sortons de la peur, ne mettons pas de masque ou seulement juste, des fois on est un peu obligé de le faire. Moi j'étais à la gare de Lyon l'autre jour, j'ai dû mettre mon masque parce que tous les gens me faisaient des signes. Bon alors, on est obligé de jouer le jeu de la société, mais la clé c'est qu'on se réveille dedans et que dès qu'on peut, on sorte de cette folie des masques, des vaccins, etc. Et je suis sûr que c'est cet éveil des consciences qui va être la solution. Il n'y en a pas d'autre. Salim, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, oui. Concernant la politique, tu as parlé d'une vidéo de Dupond-Moretti, le nouveau garde des Sceaux. Et il a fait une vidéo là, il a fait une interview chez Audrey Crespo-Mara sur LCI, dans laquelle, c'est celle dont tu parles, mais il y a aussi Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, elle en a fait deux qui étaient monstrueuses. Une en 2017 chez Ruquier, On n'est pas couché, dès l'arrivée de Macron au pouvoir, où elle expliquait qu'elle ne ferait plus de politique et qu'en général, elle tient ses promesses. Je rappelle qu'elle a été salariée pendant 12 ans chez Big Pharma, dont le propriétaire d'AstraZeneca, ICI Pharma, si ma mémoire est bonne. Et elle a fait aussi une autre vidéo juste après, sur C8, dans son émission là, avec il y avait plusieurs filles qui faisaient une émission avec Laurence Ferrari. À la présentation, il y avait Audrey, comment elle s'appelle là, qui a gagné un truc, Audrey, qui a gagné la mairie de Paris. Elle est un peu black, métisse. Audrey Pulvar. Audrey Pulvar, etc. Il y avait toute une équipe de filles qui faisaient. Et là, elle a carrément dit qu'elle voulait, en fait, que pour elle, Macron, c'était une tête à claque. Elle voulait le frapper. Et là, celle qui a été celle qui a détruit l'hôpital public avec la fameuse loi hôpital proximité bidule, avec la tarification à l'acte, celle qui a ruiné le trésor public de 2 milliards d'euros pour 95 millions de doses d'une épidémie de grippe AH1N1 qui n'existait pas. Et comment vous pouvez franchement, voilà, écoutez, c'est simple, je vais vous donner juste le topo. D'accord, le Covid-19 existe, c'est très dangereux, il faut mettre le masque et tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Franchement, vous croyez ces gens? Est-ce que vous êtes fous? Il faut être fou pour croire ces gens. Ils n'ont aucune dignité, aucune morale. Ils n'ont aucun... Dupond-Moretti, pourquoi pas participer à un autre gouvernement avec des gens qui pensent comme lui. Il ne peut pas dire la veille que Macron et toute son équipe, c'est du n'importe quoi, que la politique, c'est des tarés, et après, y participer. Ça n'a pas de sens. C'est des gens c'est des opportunistes pathologiques. Ces gens-là ne feront pas votre bien. Moi, il est hors de question que je leur obéisse. Ce n'est pas possible parce que je suis pas débile. Franchement, il faut avoir perdu la raison pour obéir à des gens qui se contredisent autant. On a quand même un ministre de l'Intérieur, Darmanin, Gérald Darmanin, qui est sous l'enquête d'une procédure pour viol quand même. Le ministre de la police, c'est qui la police qui va enquêter contre son propre ministre pour viol? J'aimerais bien le voir, ce policier. J'aimerais bien le voir. Et il y a plein d'autres affaires. Hein. Olivier Dussopt, c'est pareil, il a une drôle d'histoire de conflit d'intérêts. Bref, il est inconcevable de suivre, d'écouter, d'obéir à quoi que ce soit qui sorte de la bouche de ces tarés. Je parle même pas d'Olivier Véran qui a été reconduit au ministère de la Santé et qui a arrêté l'hydroxychloroquine après la diffusion du Lancet Gate, une étude bidonnée, il s'est même pas excusé, il s'est pas rétracté, il continue dans son erreur. Non, je suis désolé, faut être sérieux 30 secondes. Et là, je suis sorti de la politique. Je parle juste d'affaires judiciaires, de déclarations de chacun. On n'est ni droite, ni gauche, ni centre. On constate, on fait juste que constater la médiocrité de nos élites. Jean-Jacques. Oui, Tal disait que tout ça est monté pour nous conduire patiemment jusqu'au vaccin. Je pense qu'il faudra que dans une prochaine émission, on élargisse nos propos à la sphère économique parce que on n'a pas encore abordé tout le côté économique et pour moi, c'est probablement un des enjeux fondamentaux de cette crise. Alors oui, on a fait plaisir à Big Pharma en leur promettant un marché de 7 milliards de vaccins ou en tout cas de 14 milliards de doses selon les déclarations de Bill Gates, mais derrière ça, il y a quand même des enjeux qui pour moi, sont encore plus fondamentaux, qui sont les enjeux de traçage numérique, de surveillance totale de la population, avec le modèle finalement du certificat citoyen des Chinois. Hein. Il faut quand même se rappeler que dans le documentaire fait par Arte il y a quelques semaines de cela, tous surveillés 7 milliards de suspects. Dans ce documentaire, il révèle que la Chine a passé des
contrat avec 46 pays occidentaux pour leur proposer leur technologie de surveillance citoyenne, dont la France et dont le Canada. Et donc là, il y a quand même des enjeux qui, à mon avis, sont encore plus importants que cet enjeu de vaccination obligatoire. Il y a aussi un autre enjeu qui est l'enjeu économique, avec une volonté délibérée de tuer une bonne partie de la classe moyenne. Je crois que c'est l'Office international du travail qui a déclaré il y a quelques jours que 75% des emplois dans les petites et moyennes entreprises ou chez les travailleurs autonomes seraient perdus définitivement. 75%, donc ça veut dire que dans les prochains mois, 3 personnes sur 4 qui étaient employées dans les petites et moyennes entreprises ne retrouveraient pas du travail. Ça veut dire aussi que les 25% restants seraient amenés à accepter des sous-emplois dans des grosses entreprises ou dans des multinationales. Et dernière information que j'ai entendue sur un site américain, où ils expliquaient que depuis début 2019 jusqu'à fin février 2020, 1300 PDG de multinationales ont démissionné. Et on le sait, enfin bon, moi j'étais au courant en ce qui concerne Bill Gates, mais il y a 1300 PDG qui ont démissionné. Et on pourrait se demander, mais pourquoi ont-ils démissionné entre le 1er janvier 2019 et le 28 ou le 29 février 2020? Eh bien, c'est parce que en sortant, ils ont revendu leur stock option. Ils ont vendu cette stock option à des prix d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Il y a eu une chute dramatique des bourses occidentales qui ont permis d'ailleurs aux Chinois de racheter la plupart des entreprises occidentales à un prix de rabais à 10% ou à 5% de leur valeur. Et je dirais que là, il y aurait vraiment, ce serait peut-être intéressant même qu'on fasse toute une émission où chacun, on prendrait un morceau de ce dossier, parce que pour moi, au-delà de la crise sanitaire, c'est un hold-up de notre autonomie financière, de notre autonomie économique et de notre capacité aussi simplement à avoir un minimum de liberté d'action encore lié au peu de pouvoir d'achat qui nous reste. Donc, je pense qu'il faut élargir le débat et ne pas rester focalisé sur le vaccin. Moi, j'aimerais réagir. Il est clair qu'il n'y a pas que la vaccination. Maintenant, il y a un problème dramatique de censure au niveau des médias. Et ça, c'est vrai que ça touche tous les sujets, que ce soit le domaine économique, la 5G, la santé. Moi, j'ai un exemple à donner qui est vraiment qui est flagrant, parce qu'à la rubrique « Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais », c'est assez éloquent. Donc, en fait, Le Soir a fait un article. C'était un article sur un projet de vaccin contre le coronavirus, le vaccin Inovio, qui est un vaccin donc à base d'ADN. Et donc le titre, c'était « Résultats préliminaires positifs pour un vaccin expérimental contre le coronavirus ». Dans cet article du 30 juin, il y avait un petit passage disant « Le vaccin Inovio, appelé Inno 4800, consiste à injecter un code génétique, ADN, dans l'organisme de la personne afin de déclencher une réponse immunitaire ». Il y avait un petit passage qui disait qu'en fait, le vaccin serait injecté avec une aiguille. Il serait activé avec un appareil ressemblant à une brosse à dents qui délivre une mini-impulsion électrique d'une fraction de seconde permettant à l'ADN de pénétrer les cellules du corps et d'y remplir sa mission. Sous cet article, il y avait une série de personnes qui ont commenté. J'ai fait le test, j'ai posté un petit commentaire tout simple qui respectait vraiment absolument les codes de conduite, qui était tout à fait légal, simplement pour mentionner l'existence de notre pétition pour exiger une liberté vaccinale absolue avec ces vaccins. J'ai fait le test avec des captures d'écran, mon commentaire a été effacé 8 fois et une autre connaissance qui a fait également le test a eu son commentaire effacé 3 fois. Donc Le Soir a effacé à 11 reprises un commentaire tout à fait légal, alors que la Constitution dit qu'il y a une liberté de la presse, une liberté d'expression, etc. Mais attendez, ce n'est pas encore la fin. La fin, c'est que Le Soir a publié le 14 février 2020 un article intitulé « La censure nuit gravement à la santé ». Et alors, dans cet article, ce qui est amusant, c'est que Le Soir dit « La volonté des autorités chinoises de contrôler l'information sur l'épidémie illustre un grand classique du pouvoir politique confronté au danger. Face à la menace, la vérité est souvent mise en quarantaine au nom de l'intérêt supérieur de la nation, au mépris de la santé des citoyens. » Donc, c'est tout à fait ce que le Soir fait. À cause de la pression de ses annonceurs, il censure évidemment
les gens qui osent mentionner une action citoyenne. Et donc là, c'est vrai que ça pose un problème parce que les citoyens qui ont envie de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on agit pour protéger notre santé, se retrouvent un petit peu avec des outils en moins. Et il est évident que si la santé est impactée, que ce soit avec les produits chimiques, la vaccination, les gens sont moins en état cognitif, avec moins d'énergie pour protester, pour agir, pour se rassembler. Donc je dirais tout est lié. Alors, je vous donnerai encore un autre exemple. Récemment, il y a le docteur Ivan Natem, qui est un expert en conflit d'intérêts, qui nous avait déjà bourré de propagande à l'époque du H1N1. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit théorie du complot sur le futur vaccin contre le Covid-19, il faut contrer au plus vite les antivax. Et en fait, on se rend compte que le seul objectif de ces gens-là, et c'est finalement, ça transparaît dans tout ce qu'ils disent, leur seul objectif, c'est d'éviter de perdre la face avec des millions de doses invendues qu'ils ont achetées en fait dans le dos du peuple sans aucune légitimité populaire pour le faire. Et donc, Monsieur Van Hatten dit, mais par rapport au Covid, il est clair que l'on doit mieux préparer la communication autour du futur vaccin. On ne veut pas revivre ce qu'on a connu avec le vaccin contre la grippe H1N1 en 2009. Faute de sensibilisation du public et aussi parce que la pathologie n'était finalement pas si spectaculaire, on a dû jeter 1 voire 2 millions de doses de vaccin. Donc en fait, on voit bien que toutes les milliers de personnes qui sont tombées dans le handicap avec ces vaccins, ils s'en fichent complètement, en fait, ou en tout cas, on ne voit aucune compassion par rapport à ces personnes. Donc voilà, comme le disaient les autres invités, il ne faut plus croire toutes sortes de personnes qui nous disent tout et n'importe quoi dans les médias uniquement sur base de l'argument d'autorité. Oui, et effectivement, pour ceux qui voudront prendre un cours sur comment essuyer un échec cuisant en parlant de vaccin, ils prendront un cours auprès de Roselyne Bachelot, qui du coup est de retour. Alors, on va finir ce tour de table avec le traditionnel conseil pour la semaine. J'ai dit, tiens, je vous lâcherai pas avec ça parce que ça a beaucoup de retours. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, ils disent, on adore la dernière partie. Ça alors, Tal, tu nous as parlé de la peur. Et moi, j'aimerais que tu nous donnes un conseil pas pour ceux qui vivent dans la peur, mais pour tous ceux, parce que comme Sophie, tu parlais de censure, je rappelle aussi que il y a une censure dont on ne parle pas, c'est la censure au sein des cercles familiaux, où il y a apparemment souvent une lanterne qui dit attention, regardez ce qui se passe, et puis tous les autres qui lui tombent dessus en lui disant qu'il est fou. Enfin, moi, j'entends beaucoup ça. Et la censure au sein du plan familial, certaines fois, elle peut amener de la colère qu'on vit en se disant mais c'est pas possible. Alors, Tal, est-ce que tu pourrais nous dire comment on sort efficacement une colère et comment on peut s'en débarrasser? Alors ça, c'est très important parce que c'est vrai que si on va vers les gens avec de l'agressivité, on va faire la guerre tout le temps. Donc, sortons notre colère. Pour ça, j'ai l'exercice du tigre. On rugit comme un tigre, on lâche son stress et ensuite, on va trouver que dire à l'autre pour le faire évoluer en douceur. Parce que si on va vers les autres en disant « tu ne devrais pas faire ci, c'est la guerre ». Et dans les familles, c'est dramatique. Donc, la clé, lâchons notre colère quand on est seul. N'allons pas agir avec de la colère. Et une fois qu'on a lâché sa colère, on va trouver avec douceur, avec subtilité, comment poser des bonnes questions, comment donner un texte à lire, un livre. Proposer aux gens une démarche évolutive où on ne va pas les agresser en disant qu'ils ont tort et qu'on a raison. Ça, je crois que c'est capital. Et c'est ce qu'on peut faire de mieux maintenant. C'est de diffuser tranquillement des informations qui font réfléchir les gens pour que peu à peu le niveau de conscience puisse monter. Et c'est ça qu'on doit faire maintenant. On ne peut pas encore agir à l'extérieur en faisant des grandes manifestations, etc. C'est pas le temps. Mais c'est le temps, en quelque sorte, un peu en douceur, sous la surface, sans s'occuper des médias qui continuent leur stress, mais de toucher des gens l'un après l'autre pour que leur conscience s'éveille. Salim, qu'est-ce que tu vas nous dire pour ces 7 jours? Tu vas sortir ton masque? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, je voulais juste proposer aux gens concernant la peur, la technique de l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est une technique c'est une technique qui a été inventée par par une avancée en fait de recherche et de découverte, qui vient de l'acupuncture et des liens, vous savez, avec les organes, les méridiens, les énergies subtiles, etc. Et EFT, Emotional Freedom Technique, vous allez sur Internet, il y a des petits points, vous voyez des points sur les mains, des points ici, sur le corps, où vous tapez comme ça coûte rien, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire partout, et en fait,
ça vous permet déjà, avant toute chose, je pense que c'est important, et c'est ce que disait Tal tout à l'heure en fait, hein, c'est de se déconnecter de la peur et du moment de tension, ok, et décider voilà, décider de se déconnecter le fameux, vous voyez. Et on se fait ce petit truc, ça dure quelques minutes, c'est rien, ça fait un bien fou, c'est efficace. Et puis voilà, c'est tout quand. Des fois, des petites découvertes comme ça font énormément de bien. Jean-Jacques. Alors moi, j'aimerais inviter ceux qui nous écoutent à mettre en perspective les dangers à court terme et les dangers à long terme. Parce que pour l'instant, je pense que nous sommes tous dans un dilemme. C'est de voir le danger à court terme, c'est-à-dire le danger d'être contaminé, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'on va tomber malade et encore moins qu'on va mourir. Le danger d'avoir une contravention et devoir payer une amende. Ça, ce sont toutes des visions à court terme. Et ce que j'inviterais ceux qui nous écoutent à faire cette semaine, c'est mettre cela en perspective de si on ne fait rien et si on laisse l'agenda se dérouler, qu'est-ce qui va se passer pour moi dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Et je pense que là, c'est peut-être l'occasion pour chacun et chacune d'entre nous de se poser la question du courage et de dire, est-ce que maintenant je vais avoir le courage de me battre à court terme, même si à court terme ça va être confrontant, ça va être effrayant, mais je sais que si je ne prends pas de risque maintenant, le risque que je cours à 6 mois, 1 an, hein, je viens de le dire dans mon intervention précédente, cette perspective que 3/4 des personnes vont perdre leur emploi dans les petites et moyennes entreprises si on ne fait rien, c'est-à-dire que c'est maintenant encore que l'on peut changer ce scénario catastrophe. Et je rappelle quand même quelque chose que peu de gens savent, c'est que ces 85% des emplois sont créés par des tout petites entreprises, des petites ou des moyennes entreprises ou par des travailleurs autonomes, des travailleurs indépendants. C'est 85% dans l'emploi et en plus ce sont des entreprises qui la plupart du temps payent leurs impôts alors que les grosses entreprises qui font des chantages avec parfois simplement 1000 emplois perdus, et ça évidemment ça fait le scoop dans tous les médias, 1000 emplois perdus c'est rien du tout par rapport à la masse des travailleurs, ce n'est que 15%. Et ces 15% d'emplois sont générés par des entreprises qui ne payent même pas leurs impôts la plupart du temps dans nos pays. Donc, il y a un enjeu pour moi, mais pour cela, il faut que nous nous mettions debout et que nous ayons ce courage. Mais ce courage, je pense qu'on va le trouver si nous regardons ce qui nous attend si nous ne faisons rien et que nous regardions ce qui nous attend si nous faisons quelque chose. Et oui, on va s'en prendre plein la gueule. C'est clair qu'on va se ramasser avec des amendes, on va se ramasser avec des quolibets, avec des injures, etc., etc. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine à court terme d'être dans cet inconfort pour préserver notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants? Et pour moi, la réponse, elle est déjà faite depuis plusieurs mois. Donc, c'est clair que je continuerai à m'engager dans ce sens-là. Merci. Et puis, Sophie, donne-nous ton. Alors, moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit et ce que Jean-Jacques a dit. C'est clair, ce travail de discernement des priorités, de ce qui est vraiment le plus important pour ce qui nous reste de démocratie, c'est-à-dire plus grand-chose, c'est un travail essentiel. Chaque personne peut assumer ce rôle de sentinelle, ce rôle de vigilance citoyenne, et c'est clair que ça va imposer de prendre des risques. Je vais donner un exemple tout à fait concret que j'ai eu récemment. Il y avait un de mes contacts qui était un étudiant de l'UCL, pour ne pas le citer, qui venait de liker une vidéo de Jean-Jacques. Et donc, je me suis permis de lui partager notamment le lien vers notre pétition pour la liberté vaccinale. Je me suis dit, ben, ça peut l'intéresser vu que Jean-Jacques parle beaucoup du sujet. Et puis, il m'a répondu un message en disant, non, je ne suis pas du tout intéressé. J'ai étudié le sujet de l'industrie pharmaceutique. Je fais toute confiance dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, il y a parfois des erreurs, mais j'ai grande confiance et je suis même pour la vaccination obligatoire. Et donc voilà, moi je lui ai répondu en disant,
pas de souci. J'espère quand même que tu ne feras pas partie des victimes de la vaccination obligatoire et de toute cette mafia pharmaceutique. Et heureusement qu'il y a des rédacteurs en chef de revues prestigieuses qui ont quand même mis en garde les personnes, et notamment Marcia Angel qui a dit il n'y a plus de confiance qui tienne, tellement voilà, on est trompé à tous les étages. Enfin, c'est un petit peu l'essence de sa citation que je vous invite à retrouver sur Internet. J'ai pas eu de réponse. Je lui ai également donné le lien vers une vidéo que Jean-Jacques avait fait à l'époque du H1N1 où il rappelait qu'il y avait eu 7 morts sur 2000 patients dans les essais cliniques. Et bon, on avait quelqu'un de GSK et de l'Agence belge du médicament qui avait nié, puis qui finalement ont dit oui, c'est vrai, mais c'est pas lié au vaccin. Donc je me suis dit, ça le fera peut-être un peu réfléchir. Donc effectivement, il faut prendre des risques. Et oser faire des choses concrètes. La pétition, c'est un exemple. Nous, on propose aux gens un tract qu'ils peuvent diffuser un peu partout dans les boîtes aux lettres. Alors, on peut aussi communiquer silencieusement pour ceux qui n'ont pas envie de parler. Jean-Jacques en a parlé, mais donc Initiative Citoyenne met en vente un t-shirt recto verso là pour informer un petit peu sur tout ça. C'est en coton bio, c'est vraiment très agréable à porter. C'est 18 € le t-shirt et donc il y a moyen de le commander via l'adresse t-shirt non, on vous mettra les liens. Donc voilà, il y a toute une série d'initiatives créatives et on vous encourage à en ajouter d'autres. Voilà. Merci Sophie. Alors je finirai cette émission avec une proposition pour vous tous qui nous écoutez, puisque ce qui est, je trouve dingue avec tout ça, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on ne peut plus se projeter. On peut plus se projeter dans l'avenir. C'est très déstabilisant et on a beaucoup moins rêvé ces derniers mois. Je ne sais pas si vous êtes des rêveurs, mais en tout cas, moi, je suis une grande rêveuse. Et c'est difficile pour les gens qui aiment la joie de se reconnecter avec ça. Alors, si on arrive à trouver 20 petits bonheurs chaque jour et de les noter le soir avant d'aller faire dodo, eh bien, c'est ma proposition pour la semaine. Ça vous paraît un peu bizarre, peut-être, d'un premier abord. En tout cas, la première fois qu'on entend ça, on se dit « mais qu'est-ce qu'elle raconte, la folle ?» Mais faites confiance à la folle. Et puis, on se reverra dans une prochaine émission ou sur les réseaux et avec grand plaisir. 20 petits bonheurs quotidiens. Et pas un de moins, hein. Pour en mettre plus, mais 20. Et vous allez les trouver. Voilà. Je finis là-dessus. Essayons, tant qu'on peut, de soutenir les producteurs locaux. S'il faut mettre des masques dans les supermarchés, c'est pas grave. Ceux qui arrivent, ils feront peut-être quelques kilomètres de plus. Mettez-vous en réseau. Utilisons les social media, les médias sociaux pour ça. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des sites internet incroyables. Vous êtes un producteur, postez. Envoyez-moi même vos coordonnées, je les relayerai et je m'engage à vous soutenir. Peu importe où vous êtes, les réseaux sont grands et j'imagine que ça peut aussi être quelque chose à envisager dans ce qu'on appelle aussi la résistance à tout ce qui se passe. Ça passe aussi par trouver soi-même des solutions et voilà, en l'occurrence, trouver des producteurs locaux, faire des réseaux de transport pour ceux qui ne veulent pas porter des masques dans les transports publics. Tout s'arrange, le covoiturage, on peut tout imaginer. Soyons créatifs et restons. Si on n'arrive pas à essayer de trouver des béquilles, moi c'est la musique, vous ça sera autre chose, l'art, la danse. Voilà, gardez-vous vos moments, 20 petits bonheurs. En tout cas, merci Jean-Jacques, merci Sophie, Tal, Salim. C'est toujours un plaisir d'être avec vous les jeudis dans l'info en question. Et puis, partager, comme le disait justement Salim, c'est très important puisque, comme vous connaissez les algorithmes, pour les faire monter, il faut partager. Donc, ce n'est pas juste un acte anodin. C'est très important pour faire remonter. Je vous rappelle que nous n'avons aucun budget. Et que c'est vous qui allez faire diffuser ce message si vous êtes d'accord avec ce message. En tout cas, nous sommes pour l'ouverture au débat, nous sommes pour la parole libre, la liberté d'expression et on vous soutient. Vous n'êtes pas seuls. À très bientôt les amis et très bonne soirée.